Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, vous l'avez certainement vu depuis 11h ce matin, jeuxvideo.com est devenu JV. De nouvelles couleurs, une refonte visuelle, le site, vous le savez, a beaucoup évolué depuis 25 ans, que vous l'ayez découvert à ses débuts ou alors très récemment pour la plupart d'entre vous. Ce n'est désormais plus qu'un site internet puisque vous nous retrouvez sur plein de plateformes, tout un écosystème. Vous nous retrouvez sur le stream évidemment, sur les réseaux sociaux avec Instagram, avec Twitter et également sur YouTube. Bref, toute l'équipe que vous aimez suivre depuis aussi longtemps que vous le pouvez est très fière aujourd'hui de vous présenter JV. On espère que vous aimez ce nouveau logo, cette nouvelle identité et on espère que vous allez continuer à nous suivre pendant encore très longtemps. Aujourd'hui, au menu du journal, Facebook a annoncé qu'ils allaient tester une nouvelle forme de publicité directement intégrée dans un jeu Oculus nommé Blaston. Fallait s'y attendre, la polémique est telle que le jeu s'est retiré du test. La pub dans les jeux, pour ou contre, on fera le tour en plateau. L'EA Play 2021 est annoncé et daté. La conférence aura lieu le 22 juillet. EA, après des années de mauvaise presse et de bad buzz, est-il en train de réussir son retour? Là encore, on fera le tour en plateau. Twitch et ses dramas, vous n'êtes pas sans avoir entendu parler de tout ce qui s'est passé cette dernière semaine. On fera le point en fin d'émission sur les nouveautés de la plateforme et surtout sur ses bans, notamment le hashtag FreeGotaga, les 25 ans de la Nintendo 64, les 30 ans de Sonic et puis un journal tout en anniversaire puisqu'aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Anagoun. Alors bon anniversaire aux meilleurs d'entre nous et surtout, bienvenue à vous dans le journal. Comment ça va tout le monde? Oh, regardez-moi ces nouveaux logos, ces nouvelles couleurs. C'est pas magnifique tout ça? C'est très beau, beau. C'est beau. C'est rouge et bleu. C'est rouge et bleu. Comme moitié de Jeanne Masse finalement. En rouge et bleu. En rouge et orange. Comment ça va, Panta? Ça va très bien, écoute, bien reposé, absolument chaud pour entamer plein de belles journées de travail. Il est là, Panta, il est là. Ouais, regardez, il est là. En régie, il est là. Il est là. Encore presse, l'autre bouton. Encore. Mais c'est Encore pas grave, écoute, c'est pas grave. On t'a pas. Écoutez, je suis quand même parce que écoutez, je prends trop de place. Certains disent que c'est la Panta TV, mais écoutez, nous avons décidé du coup de faire un protocole de censure visiblement. Exactement. Mais très heureux d'être là. Très heureux de te retrouver sur le plateau. Comment ça va, TPK? Ça va bien, tout va très très bien, bien reposé, pas du tout. Et on va pouvoir attaquer. J'ai très hâte de vous proposer ma chronique puisque ça va parler d'une console qui me tient à cœur et qui n'a pas connu le succès escompté. Je ne parle pas de la Nokia N-Gage que je cite très régulièrement. Ah ouais. C'est vrai, tu la cites dans tout le cette temps. émission. Et ouais, la Nokia N-Gage à jamais dans nos cœurs. Alvin, comment ça va? Petit jour fier pour toi, non? Effectivement, quand même, jeuxvideo.com qui est une marque que je suis depuis très longtemps. Ceux qui me suivent depuis plus longtemps peuvent me retrouver genre alors. Est-ce qu'on peut apporter un nouvel sticker, autocollant pour Alvin pour Mais- qu'il soit corpo? Mes premières contributions sur Mais jeuxvideo.com, non. c'était en 2002. Oh, La plus c'est vieille pas vrai. Solus, la Solus de Kingdom Hearts Sérieux 1. Je l'ai écrit de mes blancs chemins à 12 ans. Mais what? Et elle était sur jeuxvideo.com. Toi, vous dire qu'assister aujourd'hui à ce changement Mais de logo, ça me fera C'est très ouf, fier. tu sais que je t'ai lu du coup. Absolument, mais Allez. je t'ai lu aussi. Des millions de personnes m'ont lu Oh là sans le là savoir. là. Quelques milliers n'ont acheté mon bouquin. Ils sont que quelques milliers, mais bon. T'étais Semaine. sur le forum aussi, pardon, je suis Bah, désolé. Jus modéré et je traîne toujours aujourd'hui. Le forum finance de jeuxvideo.com est bien tenu. Vous pouvez discuter de PEA et d'actions européennes avec moi sur le forum jeuxvideo.com. Finance. Bienvenue sur JV, il y a des forums aussi. Depuis tout à l'heure, je lis vos commentaires sur le stream. Merci à vous de nous rejoindre, bien évidemment. Merci à nos modos qui font un travail exemplaire et qui aujourd'hui font un travail encore plus exemplaire. Oh oui. On a compilé quelques-uns des commentaires qu'il y avait sur les forums de jeuxvideo.com suite à la publication, à l'apparition du nouveau logo et la refonte du site. On a beaucoup ri. Dans la rédac ce matin, à la lecture de certains de vos commentaires, il manquait plus que le popcorn. On va essayer de se faire un petit best-of pour la toute fin d'émission et de vous lire les meilleurs d'entre vous, bien évidemment. Oh, j'ai N'hésitez hâte. pas à commenter. Je vous mets de côté également. Il est 13h32 pour la première de ce nouveau journal et de ce nouveau JV. On retrouve Suri, c'est l'heure des news. C'est beau! On commence avec le cloud. Non, on aurait dit qu'elle était dans les roller coasters. C'est Toi, il faut demander. Et on commence avec le cloud gaming qui arrive sur Xbox Series X.
De nombreux utilisateurs de Xbox Series X ont signalé un boost de performance pour certains jeux qui seraient liés au déploiement du xCloud pour la grande sœur de la Xbox Series S. Plus tôt dans le mois, Microsoft indiquait que les tests internes pour l'arrivée du cloud gaming sur Xbox Series X en étaient à ses dernières phases. Les utilisateurs ont ainsi signalé sur les forums de Reset Era que des jeux comme Rainbow Six Siege, Outriders ou encore Sea of Thieves sont jouables en 120 FPS, se lancent plus rapidement et ont même davantage d'options graphiques. Xbox doit encore officialiser ce déploiement. Ghost of Tsushima pourrait arriver sur PC ? Point d'interrogation. On y croit ou on n'y croit pas ? PlayStation vient d'actualiser la jaquette de Ghost of Tsushima sur PlayStation 4 et a retiré la mention seulement sur PlayStation. Un changement qui peut être lourd de conséquences avec une éventuelle version PS5, mais aussi et surtout une version sur d'autres plateformes comme le PC. Sony a récemment indiqué vouloir intensifier ses portages PC de ses titres first party et avait même fait la manœuvre similaire pour Days Gone et Horizon Zero Dawn, à présent sur PC. De quoi guetter Steam dans les prochaines semaines. Alors, je suis désolée, mon cher Suri, mais j'ai failli en faire un délit hier et j'ai vu qu'il y avait une petite update sur les sites et que la mention Only on PlayStation était réapparue sur les Ah bon ? Mais ça veut dire une rumeur plus un démenti égale une info. Tout à fait. Putain, ce mec est bon. Ok, Sonic passe en mode cubique. Il y a quelques semaines, Sega avait annoncé un accord qui avait été signé pour faire apparaître Sonic dans Minecraft en 2021 et le DLC dédié au hérisson bleu, je vais y arriver, est à présent une réalité. Ce DLC vendu 1340 Minecoins est évidemment lié aux 30 ans de Sonic qui sont célébrés cette année. Il s'agit tout simplement d'un runner infini conçu dans Minecraft avec des décors et des personnages issus de l'univers du hérisson bleu. Skins à foison, des zones faisant référence aux différents environnements de la licence de Sega. Bref, Sonic passe en mode cubique. Encore plus de culture pour Farming Simulator. Les développeurs de Giants Software ont annoncé que les joueurs de Farming Simulator 22 pourront cultiver du raisin, des olives, mais également du sorgho dès la sortie du titre le 22 novembre. Après nous avoir présenté la météo dynamique, le système de saison et les chaînes de production, c'est le détail de ces 3 nouvelles cultures que s'intéressent les dernières infos sur la célèbre simulation agricole. Chacune de celles-ci nécessitera bien entendu des dispositions et machineries particulières. Et je peux vous le dire, les joueurs e-sport de Farming Simulator sont déjà en train de travailler la nouvelle méta. Et enfin, GTA V accueille une célébrité. Voilà, quoi ? Un nouveau mode sur GTA V créé par l'utilisateur Julio NIB nous propose ni plus ni moins que d'incarner le bon Godzilla. Notre dinosaure favori est ainsi prêt à déployer son fameux souffle atomique dans les rues et on peut dire que c'est pas quelques tanks ou avions de chasse qui vont l'arrêter. Manque plus que King Kong et on aura le remake du film. Merci beaucoup Suri, on te retrouve à 13h pour un nouveau flash de news et nous on enchaîne avec notre premier sujet brûlant, la pub. Alors avant de commencer ce sujet, est-ce qu'on peut demander au modo ou la régie ou qui que ça concerne de virer l'interdiction d'écrire le mot pub dans le chat parce que sinon ça va être un petit peu relou pour commenter cette section. Oui. Bref, Facebook a encore trouvé un nouveau moyen de nous mettre de la pub partout dans notre quotidien et cette fois-ci, l'expérience porte sur un jeu VR, Panta. Ouais, tout à fait. 3 applications ont été sélectionnées pour un partenariat avec Facebook, du coup, qui est donc la maison mère de la branche VR Oculus. Donc le producteur, en gros, des casques Oculus Quest, très 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 qualitatif, très bon rapport qualité-prix, très prisé et tout ça. Donc, en fait, Facebook a intégré dans 3 applications disponibles sur Oculus Quest de la publicité dynamique. C'est-à-dire que, en gros, vous allez jouer et puis paf, il y a un panneau publicitaire avec de la pub pour je sais pas quelle marque de soda. Et voilà, et ça, c'est de la pub intégrée. C'est pas nouveau, TPK vous éclairera peut-être là-dessus. Peut-être. Mais peut-être qu'il va le faire. Mais en tout cas, ça a fait grand bruit. Ça a été annoncé il y a une semaine. Tout le monde a fait un petit peu une levée de bouclier. Genre, ouais, non mais arrêtez de déconner quand même. Ok, c'est cool. La pub ciblée, mais faut pas déconner quand même. On paye un casque, on paye des applis, il faut pas trop abuser.
Et justement, l'une des applis sélectionnées, c'est un jeu qui s'appelle Blaston ou Blaston, je sais pas. J'ai dit Blaston. T'as dit Blaston, ça m'a fait rire. Et je me suis dit, bah ouais, Blaston, en fait, c'est pas mal. Ça fait un peu méchant de Disney. Des Indestructibles. Ouais, voilà, c'est ça. Ça fait Nicky Larson. C'est pour ça que j'ai dit Blaston. Aussi, ça marche exactement pareil. Et du coup, donc, la publicité en question, on peut la voir. Vous allez voir, c'est assez peu subtil, étant donné que ça s'affiche littéralement sur le côté d'un terrain. Est-ce que on a Marie aujourd'hui à l'édition. Marie, est-ce que tu trouves la petite référence? Yes, voilà, exactement, c'est ça. Donc en fait, c'est un jeu de versus où vous avez un joueur sur le truc bleu, un joueur sur le truc rose, et ils se tirent dessus. Et en fait, tu as une pub qui apparaît littéralement à gauche de ton écran. Et cette pub, vous pouvez du coup la masquer, vous pouvez bannir l'annonceur et tout ça. Donc c'est assez libre. Sur Facebook, ouais, exactement. Ouais. Donc c'est totalement comme sur Facebook. C'est libre, sauf que tu as une pub, quoi. Ouais, t'as une pub. Et le problème, et tu sais quoi, le problème, c'est que en fait, c'est même pas un free-to-play. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont payé ce jeu 10 €. C'est 10 balles. Et en fait, ils se sont dit, mais attendez, j'ai payé le jeu 10 balles et maintenant vous me mettez des pubs. Vous mettez des pubs, vous déconnez. Waouh. C'est pas nouveau, ça. Bah ouais, non. Mais après coup, c'est assez inédit. Donc du coup, la communauté a pas mal gueulé et Blaston s'est rétracté. Il n'intégrera pas du coup les pubs dans le cadre de ce programme d'essai. En revanche, les développeurs vont intégrer les pubs sur une appli free-to-play qu'ils ont qui s'appelle Blast. Donc voilà. Alors, Alvin le disait très justement il y a quelques instants en râlant, c'est pas la première fois qu'on a de la pub qui s'invite dans les jeux vidéo TPK. Oui, c'est une histoire très très longue et très ancienne. La pub, on a de tout temps, l'homme a toujours essayé de communiquer sur sa marque préférée, et le jeu vidéo étant un médium en vogue dans les années 80-90, voire bien avant, durant l'année Atari 2600, mais je ne vais pas revenir jusque-là, on a eu quand même des exploits. Alors on a le sacro-saint, on en reparlera tout à l'heure, Electronic Arts, qui dès son jeu FIFA 1994 nous gratifie de certaines annonces en fait sur le bas-côté du terrain de jeu, puisque le foot, généralement, on parle d'équipementier sportif. Et l'équipementier sportif, si je vous en demande un, vous me dites Nike, Adidas, Puma. Ah, Nike, Adidas, Puma, on a les trois. Pas mal. Et Kappa. Kappa, ouais. Ouais, mais Kappa, c'est plus... Le coq sportif. Le coq sportif. En tout cas, FIFA qui nous propose, du coup, des images de Adidas sur le bas-côté. Sur FIFA 1994. Vous le voyez, c'est sur le côté. Là, on est vraiment sur l'ancien FIFA. Et là, c'est à peine subtil. Ça ne me choque pas du tout. C'est pas choquant, c'est du sport. Dans un stade, t'as de la pub de partout, donc au final, oui, c'est une forme de pub à l'intérieur du jeu, mais ça ressemble énormément à la réalité. Ensuite, on pourrait dire que dans un jeu vidéo, dans ton quotidien, tu te tapes des panneaux publicitaires de partout, ce serait pas choquant non plus. Pourquoi pas? Ok, d'accord. À limite, là, il y a on peut, voilà. Mais le prochain, celui-ci, est un peu moins subtil, puisque Street Fighter V, le jeu de Capcom, le jeu de combat de Capcom, est un jeu qui se vend en modèle économique traditionnel. Tu achètes le jeu plus les DLC, point barre. Sauf que dès 2018, avec l'Arcade Edition, Capcom se dit, tiens, si on mettait pendant les temps de chargement des écrans de pub, si tu actives la fonctionnalité pour avoir effectivement ces pubs, on te reward en monnaie in-game. Là, on est dans un système complètement what the fuckesque, puisque c'est le modèle de Street Fighter V dès 2018. Et enfin, une autre forme de publicité, cette fois-ci en DLC. Vous payez un DLC pour avoir des pubs. Quoi? C'est un certain Mario Kart 8 qui l'a proposé. Mais oui, avec les Mercedes. Par le biais de son DLC Mercedes. Souvenez-vous de la flèche d'argent que vous pouviez jouer directement dans Mario Kart 8 et qui est disponible actuellement dans Mario Kart 8 Deluxe. C'était le crossover complètement improbable où Mercedes dit à Mario Kart et à Nintendo, tiens, et si jamais tu faisais mes propres véhicules dans le jeu. Et ça a fonctionné, puisque des gens... Il fallait payer. Alors il me semble que c'était vraiment un DLC payant. Alors ça, c'est la flèche d'argent qui est donc véhicule légendaire de course. Semble-t-il que c'était gratuit. Il y avait des sorties au même moment que les DLC, que tout le monde avait acheté les DLC. C'est ça. Pardonnez-moi sur le volet gratuit, la formulation. Donc gratuit dans le sens, mais ça reste profondément une pub jouable de fait. Non, mais c'était pas des mauvaises cartes en plus, c'est pas des mauvais véhicules. C'était pas forcément foncièrement des mauvaises cartes. Dans tous les cas, on a plusieurs moyens de montrer de la pub. On voit que chacun a sa petite méthode. Si FIFA, on peut se dire bon allez,
on voit que Capcom avec Street Fighter V, là, t'as beau avoir acheté le jeu, on te met des pubs quand même que tu peux activer ou désactiver. Rapidement, on vous a posé la question sur Instagram. Est-ce que vous seriez pas prêt à payer votre casque VR ou alors votre console moins cher, mais contre de l'affichage de pub? Oui ou non? Pour à 55% quand même et contre à 45%. Toi, Alvin, la pub dans les jeux vidéo, est-ce que c'est quelque chose qui te dérange? Et est-ce que c'est quelque chose que tu serais prêt à tolérer en échange d'un jeu moins cher? Dans un jeu gratuit, dans un jeu free-to-play, ça ne me choquerait pas, puisqu'il faut bien à un moment se rémunérer. Et c'est le cas depuis longtemps. Là aussi, ce que tu disais, c'est le problème de l'intégration. Il y a plein d'autres cas, c'est un débat qui revient depuis très longtemps. Je me souviens, le jeu McDo sur Mega Drive, qui restera quand même un choc. Genre, mais des gens vont vraiment payer pour un jeu McDonald's. Mais il était bien en plus. Il était décent, le jeu Cool Spot pareil. Ah, s'il vous plaît, on a des images de ce jeu McDo? C'était, comment il s'appelle Colo... Non, il s'appelait pas du tout quelque chose comme ça. Ouais. C'est Ronald McDonald Aventure, un truc comme ça. Non, alors moi je me rappelle de 2 types qui ont des flingues. Le jeu de 7-Up ou je sais plus quoi. Okay. Bon, on est en train de les chercher. Cherchons-les. Ça arrivait depuis longtemps. Ce qui est marrant, c'est sur le côté programmatique étant intégré au jeu. Je me souviens d'une polémique en 2008, à l'époque, la première campagne d'Obama, où un jour quelqu'un joue à Need for Speed Online et se rend compte que. Voilà, c'est de la McDonald's Treasureland Adventure. C'est le jeu Ronald ou alors c'est le jeu Hit, tu vois, tu sais pas exactement où tu te trouves. Ouais, Est-ce que tu kidnappes des enfants? Est-ce que tu vas chercher des Happy Meal? On sait pas. Moi, c'était Global Gladiators que j'avais en tête. Et voilà, d'après la licence McDonald's. Et qui était vraiment très très bien en plus, Global Gladiators. Pepsi Man, on avait tous les jeux Actimel qui étaient sortis, des trucs éducatifs dans tous les sens. Il y avait des jeux Actimel où tu tires sur les bactéries. Sur le mauvais cholestérol. T'étais dans ton vaisseau, voilà. Et donc ça c'est du coup. Trop stylé ça, Global Gladiators. Ouais. J'avais trop kiffé ce jeu. C'est un jeu officiel McDonald's. Et qu'est-ce qui tire là? On dirait Pitfall. Ouais. C'était vachement bien et je crois que tu récupérais des M de McDonald's à travers le niveau. Je vais afficher quelques-uns de vos commentaires. Concernant les pubs, on nous dit il y a bien des gens qui achètent FIFA, il y a des pubs dedans, personne ne râle. En effet, on en a parlé il y a quelques instants. On nous dit également très justement, ça choque personne. Quand on paye 15 € une place de cinéma et qu'on se tape 15 minutes de pub avant le début de la séance. Totalement vrai. Il a raison. Ouais, tout à fait vrai. On nous dit, est-ce qu'on irait sur des jeux moins chers à l'achat, mais on peut payer pour enlever les pubs? Malheureusement pas. Cette polémique là que tu disais sur les jeux de sport, on l'avait eu, je crois, dans UFC, le dernier jeu de MMA UFC, où pareil, d'un seul coup, surprise, en début de match, vous avez des pubs qui sont apparues. NBA 2K, pareil, une vidéo unskippable d'une pub à la place d'une vidéo informative qu'il y avait d'habitude. C'est un peu fait au forceps pour l'instant. Et ça, c'est très drôle parce qu'il se garde bien de le mettre en place au début, c'est-à-dire qu'il le rajoute après que les tests soient parus. C'est ça, après que les tests, du coup, parce qu'ils savent très bien que si jamais ils mettent ça, des interstitiels de publicité entre chaque pause dans les matchs, les tests vont éclater cette pratique, quoi. Et justement, ce dont tu parles, Ichibaru, c'est très présent dans les jeux mobiles, notamment, où on peut payer pour enlever les publicités. On nous dit également, moi c'est le premier qui m'est venu à l'esprit, il va s'afficher dans quelques instants, les canettes Monster dans Death Stranding. Ah bah oui, évidemment. Une espèce de placement Monster dans Death Stranding. Bon, ça s'affiche pas. Écoutez, je sais pas ce qui se passe. Pur sponsor. Voilà. Ensuite, on nous dit, est-ce que ces pubs rapportent de l'argent au jeu? Si oui, c'est bien, sinon aucun intérêt. Et enfin, on termine avec ce dernier commentaire et on enchaîne. Si dans GTA, il y a des vraies marques, ça peut être insane. C'est vrai que bien choisir les jeux dans lesquels il y a des marques, ça serait quelque chose de cool. Moi, en tout cas, dans les Sims, j'aurais bien aimé qu'il y ait des vraies marques. Ou alors qu'on puisse meubler l'intérieur avec des DLC Ikea, je crois. C'est vrai, vraiment? Il me semble que t'as un DLC Ikea maintenant depuis peu, Ok, c'est génial, je m'en vais. C'est comme toutes les collabs où à la fin, tout le monde était un petit peu réticent et au final, les collabs, si les deux marques sont appréciées et qu'elles se marient bien, il n'y a aucune raison que le mariage soit mal accepté si ça se marie bien. Alors attendez, c'est un bordel monstre dans mon runner, je crois que tout part à volo. Voilà, on y est. Les 30 ans de Sonic, on revient dessus avec Alvin dans quelques instants, mais tout de suite on regarde le hérisson bleu qui s'est invité dans Minecraft. Le DLC comprendra 24 skins Sonic. La liste est à retrouver sur JV et puis profitez-en pour faire un tour sur notre nouveau site, il est magnifique.
rapidement, ce Sonic dans Minecraft, oui, non, pas. J'achète complètement. J'achète tous les jours. Non, je rigole. Non, c'est un non négatif. C'est non. Un non négatif, attention, moins et moins, ça fait plus. Tout à fait. Et voilà. TPK. J'achète, c'est trop bien. Enfin, moi, si j'avais été gamin à l'époque et qu'on m'avait donné ça, j'aurais acheté tous les jours. Enfin, vous êtes pas assis parce que vous aimez pas les jeux vidéo. Mais moi qui aime bien les jeux vidéo, Sonic dans Minecraft, ça me fait kiffer. TPK qui prouve une fois de plus qu'il a 16 ans. On va voir qu'il est un tout petit peu plus jeune que TPK et un tout petit peu plus jeune. J'arrivais avant Minecraft sorti, j'étais un tout petit peu trop vieux. Je trouve le level design des niveaux qu'on a vus est franchement meilleur que ceux de certains jeux dont je vais vous parler aujourd'hui, effectivement. Ça donne envie. Justement, une transition toute faite puisque Sonic, vous n'avez pas pu passer à côté. Hein, ils ont bien forcé. Hein. Sonic a 30 ans, voilà. Ah bon On le sait. Et Alvin revient sur Sonic et sur ses 30 ans. Effectivement, on revient sur les 30 ans de Sonic aujourd'hui. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé aux précédents anniversaires de Sonic, parce que c'est quand même un petit sticker marketing assez facile à utiliser quand on fait des chroniques dans des émissions ou quand on sort des jeux vidéo. C'est bien pratique de dire qu'on a un anniversaire, ça justifie tout. Alors l'actu pour nous aujourd'hui, les 30 ans de Sonic, on a ce DLC Minecraft absolument magnifique, elle est trouvée dans le Minecraft Marketplace avec plusieurs skins de Sonic disponibles, parce que c'est un petit peu tout ce que Sega a vous proposé pour les 30 ans. C'est les 30 ans à date aujourd'hui et c'est la seule chose que vous aurez. Il y aura le concert sur Twitch ce soir, concert symphonique. Covid oblige, qui est donc pas sur Twitch, c'est un petit peu dommage évidemment. Une actu quand même, une interview exclusive pour le fansite Sonic Stadium. La communauté de fansite de Sonic est vraiment énorme, très mobilisée et on va pas se mentir, heureusement que Sega les a, sinon il n'y aurait plus de Sonic depuis longtemps. Dans cette interview de Takahashi Iizuka, on apprend du coup qu'ils bossent de fou sur le prochain Sonic, qu'ils sont au milieu de la production, donc au moment où ils commencent à avoir envie de dire des choses, mais qu'ils ne peuvent toujours rien dire. Quel dommage. En tout cas, ils cherchent à poser les fondations d'une nouvelle ère de Sonic et ils promettent vouloir faire aussi bien que pour Sonic Adventure à l'époque, mais en tout cas ils ont vraiment compris. Ah ouais. Ils ont vraiment compris que à chaque fois que vous nous parlez, vous nous dites Sonic Adventure, on veut faire un truc qui soit le Sonic Adventure dont vous allez nous parler encore pendant 15 ans. Mais ils disent ça à chaque fois. Franchement, non, il y a des fois ils font pas semblant d'y croire. Ils avaient pas dit ça pour Sonic Forces Sonic Forces, Sonic Heroes, Sonic Colors, en vacances, Sonic à la plage. Ils réinventaient rien, mais ils revenaient vers Sonic Adventure et à chaque fois ça se passait mieux pour ces jeux. Ouais. Je vous spoil un petit peu, mais le 25e anniversaire de Sonic, vous ne voulez pas prendre une capsule temporelle et revenir pour cet anniversaire. Revenir il y a 5 ans. On commence il y a 5 ans. Du coup, quand Sonic avait 5 ans, il a failli fêter son anniversaire, mais ça a été l'anniversaire de la loose. Je vous parlais de Sonic X-Treme, qui était développé par une équipe américaine et qui devait être le premier jeu en 3D vraiment de Sonic sur Saturn. Et c'est un projet qui n'a fini par ne jamais voir le jour. Ouais. Ça avait l'air cool. Hein. Nous sommes en 95 quand ils sont en train de montrer ces images. Jamais de la vie. Et ils se sont dit, pour changer la dimension, on va révolutionner le platformer et on va faire des niveaux ronds. Quelle idée de merde. Et exactement, comme tu dis, désolé, hein. sur la vidéo, ça rend pas trop mal, ça va vite. C'est dégueulasse. Ça a l'air injouable. Ils ont trouvé l'idée de comment faire un Sonic qui va vite et qui soit en 3D, mais ils n'ont trouvé aucune idée de gameplay. C'est en fait, il y a plein d'idées, il y a plein de protos. La communauté Sonic pendant des années a cherché ces protos, ont interrogé le développeur Chris Sen. Chris Sen, le mec a ouvert un forum sur son propre site pour répondre au mec qui depuis 10 ans le saoulait de mais qu'est-ce qui s'est passé avec Sonic Extreme. Puis 3 builds sont tombés et tout le monde a compris qu'il y en a aucune qui est jouable, qu'ils avaient plein d'idées, mais aucune bonne. Du coup, ce Sonic Extreme qui devait sortir pour les 50 Sonic n'est malheureusement jamais final, sorti. c'était 3D Blast qui l'a remplacé, je crois, avec je te coupe peut-être dans ton élan. Tu me transitionnes parfaitement. Tu lui as fait un tacle à la gorge. Est-ce que vous en avez entendu parler de ce Sonic Extreme ou est-ce que vous le découvrez ce midi? Alors j'avais déjà entendu parler. J'avais déjà entendu parler quand même. Effectivement, d'autant plus frustrant que ce qui est sorti à la fin, c'est Sonic 3D Blast pour le vrai 5e anniversaire de Sonic. Un jeu qui était outsourcé chez les Britanniques de Traveller Tales. Donc on leur avait dit, Sega s'occupe de la version Saturn qui va être top moumoute. Vous essayez de nous faire un truc en fausse 3D pour la Mega Drive pour que ceux qui ont des Mega Drive, les pauvres, aient quand même à jouer. Ça a donc donné ça. Je suis désolée, j'affiche un super commentaire. Les niveaux ronds, c'est pour que Saturne. Ah, très bien. Wow. Alors ça, c'est oui. Ça, c'est oui. J'aurais pu la faire, j'aurais pu l'écrire. Mais ça a l'air pas si mal, hein, non? Ça a l'air pas si mal, ça. C'est dégueulasse. Alors, c'est pas si mal si tu oublies que Sonic, à un moment dans sa vie, allait très vite, Et avait plusieurs choix de chemin, puisque là, c'est un simple jeu d'exploration un peu pourri, où vous devez trouver 5 robots qui contiennent 5 petits oiseaux que vous devez amener à la fin. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment de la merde. Why not, hein, vraiment, techniquement, ça fait bien la blague pour un jeu 3D sur une 16 bits, tu vois, mais
c'est pas très Sonic, c'est pas très amusant quand même. Et Sega avait dit ouais, vous allez voir, c'est un jeu 3D, c'est un jeu. Non, c'est de la 2D ISO et le jeu 3D, vrai, véritable jeu 3D, ça sera Sonic R à la fin qui est une purge absolue, tu vois. Donc jusqu'au bout, ils ont tout raté. Sonic rien. Ils ont tout raté. Sonic rien du tout. Et la petite cheat code, moi j'avais ce jeu sur Mega Drive et c'était un des rares où pour activer le cheat code et le choix du niveau, tu devais taper sur la cartouche. Ah bon? Mais tu déconnes. Mais Tu attends, devais taper sur la cartouche pour faire un petit faux contact et ça te déclenchait le cheat mode. Je me rappelle avoir lu ça sur le Minitel, voir ma mère atterrer, puis un moment ça passe. Mais non, mais vous déconnez. Et Sérieux? je vous chez vous, trouvez Mega Drive, achetez ce jeu de merde et essayez. Et vous me direz Ah, c'est génial. des nouvelles. On passe au 10e anniversaire de Sonic, ça s'est passé un petit peu mieux. Je pense que c'est l'anniversaire le plus réussi, en tout cas peut-être un des plus réussis, avec un jeu très décent, Sonic Adventure 2, l'un des Tout le monde plus en parle dans le chat. appréciés dans la souris. C'est la suite de Sonic Adventure, mais sans l'open world nul. L'open world de Sonic Adventure est quand même resté dans les mémoires comme étant particulièrement nul. Toute tentative de faire marcher Sonic dans une ville était vouée à l'échec. Ouais. Adventure 2, on vous a mis deux campagnes de 15 niveaux, les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, avec une campagne complémentaire à la fin. Non, mais on Qui dirait Temple Run. hein. Finit le scénario. Ouais, mais on est en 2001. Et qu'est-ce que c'est beau! Non mais attends, C'est Mais beau, ouais, c'est il y a le la jeu profondeur, il y a est des idées. magnifique. C'était il y a 20 ans. Franchement, quand ce jeu sortait, moi, ça me rendait fou de voir qu'on avait à ce point un niveau de graphisme possible sur une console. Quelle pareille. console ça? C'est Dreamcast? Dreamcast, Du puis Dreamcast, PC et du- GameCube. Effectivement. Et un très bon souvenir, du très bon level design, le meilleur level design 3D. Enfin, quand on dit que Sonic ne marche pas en 3D, c'est qu'on n'a pas joué à Adventure 2 qui avait vraiment à peu près trouvé ses petits bails. Le problème, c'est que 5 ans plus tard, on a oublié comment faire des niveaux. Ça s'appelle Sonic the Hedgehog 2006 pour le 15e anniversaire. Aïe. Ça tourne très mal. Je vous ai mis une petite vidéo compilative des bugs, c'est-à-dire donc de 80% du jeu. C'est une infamie ça, non? C'est une infamie. Sonic 2006 est une infamie, c'est tout pété. Il a pas genre des sublimes cinématiques? Tout à fait. Ouais. Tout est dans les cutscenes. Tout Heroic Fantasy est tout trop stylé et à l'arrivée c'est ça. T'as 2 heures de cinématique et ils ont fait un film d'animation. Et ouais. le problème, c'est qu'il devait faire un jeu au milieu. Alors déjà, Ah oui. le problème de ce bail, c'est que Sonic devient adulte pour ses 15 ans. Et donc du coup, interagit avec les humains. Scénario. Et tombe amoureuse de la princesse Mais Elise. non. Et voilà. Il va pécho Elise? On te sort Silver, le hérisson venu de nulle part. La ville open world, là aussi, comme tentative d'open world, à la fin du développement, ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait qu'un tiers de ce qu'ils pouvaient faire. Bon, tant pis, on y va quand même. Le jeu était développé à la base sur Wii et PS3 en même temps. Ils se sont rendus compte que c'était quand même 2 consoles un peu différentes. Là aussi, trop tard. Voilà, que vous dire, c'est moche, il n'y a rien de ce que c'était Y a prévu. rien. Waouh. C'est moche. Yuji Naka est parti genre la veille de la sortie de chez Sega parce qu'il ne voulait absolument Ah, il pas a aller dans les interviews. désavoué Sonic 2006. Tout le monde l'a désavoué, ils ont quand même fait le portage sur PS3, genre ils le sortent sur Xbox 6 mois plus tard, il y a quand même des devs qui se sont fait chier à le mettre sur PS3, on ne comprendra toujours pas pourquoi. Aïe, aïe, aïe. Il y a des milliers de vidéos sur YouTube qui vous parlent de ce jeu. Ouais. Comme tous les jeux qu'on a envie de détester, j'ai essayé de le finir parce que Oh, c'est mon Dieu. pour la science, c'était une expérience de science. Et le meilleur truc de Sonic 2006, c'est les segments speedrun de ce jeu qui sont tous incroyables parce que vu que c'est glitché dans tous les sens, t'as des routes de speedrun qui sont mémorables. Absolument. Là, il y a la SGDQ dans 3 semaines. Je sais pas s'il y a Sonic 2006, mais s'il y a, regardez, ça. vous allez vous amuser. Ouais, non, c'est quand même du gros level. Heureusement, Sega a compris la pression populaire, n'a pas voulu tuer Sonic tout de suite, et pour le 20e anniversaire, 5 ans plus tard, Sonic Génération qui remonte grave le niveau. C'est le giga best-of de la série. Sonic voyage à travers le temps. Et ce qui est drôle, c'est donc pour chaque jeu, on va jouer un monde emblématique de ce jeu en version 2D et en version 3D. Un level design plutôt très inspiré dans l'ensemble, des graphismes plutôt réussis. Wow, c'est joli. Honnêtement, le jeu avait fait à peu près consensus à sa sortie. Les fans de Sonic ont dit de bon, tout n'est pas parfait, mais on revient de tellement loin que Sonic Génération a été perçu par la communauté à l'époque comme un miracle. Un des seuls problèmes, c'est que du coup, comme il prend tous les jeux de façon chronologique et qu'il dit bon bah un monde par Sonic, il légitimise Sonic 2006 qui a son niveau dans Sonic Génération, puisqu'ils ont dit si, il est canon, degré haute force, Sonic 2006 est canon, exactement, il a existé. On a une super idée, il faut faire un Sonic Souls avec un level design à la From Software et des roulades à la Sega. Excellente roulade. Why not? C'est pas mal. Excellente roulade. Voilà, en tout cas, sans doute l'épisode anniversaire dont les joueurs sont le plus fiers, qui n'est jamais sorti sur PC malheureusement, au grand regret de nombreux fans. Pardon, j'ai une vanne sur la vanne. On me dit Elden Ring pour les anneaux. Oh, Elle est alors belle, Yoann, elle est que belle. vous êtes inspiré aujourd'hui. Je ne vous parle pas de Sonic et The Secret Rings. J'aurais aimé vraiment, il y a tellement de gadins dans la carrière de Sonic. Vraiment, le moment où on s'est dit donc de Sonic qui est dans le monde des humains va avoir un compte Arkéluin où il va devenir chevalier, puis un compte des Mille et une nuits où il va devenir Aladdin.
Voilà, dans les errances. Ouais. Ouais. And the Black Knight. Tu connais pas ce jeu, Sonic and the Black Knight? Aladdin? Ah non, mais pas. Ah, Et ça- Sonic et The Secret Ring où il est. Il y a eu un vrai void vraiment de Sonic. On n'est pas passé loin du trottoir, hein, vraiment. C'est pour vous le dire comme ça. Sonic dans le 17ème. Et finalement, tu crois pas ce qu'il va dire pour les 25e anniversaire? On a fait passer le BAFA à Sonic, qui est redevenu une franchise pour enfants. Oui. Ah. Pour les 25 ans de Sonic, il n'y a rien eu, puisqu'à ce moment-là, Sonic faisait ce qu'on appelle Sonic Boom, un spin-off dans l'univers de Sonic, où donc Sonic Boom, c'était une série animée pour enfants qui est passée sur Gulli, qui était produite par des Français d'ailleurs. Qui est pas dégueulasse. Hein. Qui, en soi, pour une série jeunesse 8-13 ans, Elle est vraie. est décente. Moi, je la trouve décente. Le problème, c'est que pour les développeurs du jeu sont partis sur un délire beaucoup trop ambitieux. Alors, on l'a dit, vous rebootez, vous nous avez un Sonic gamin, donc écrivez-lui plein de dialogues très enfantins, très sympas. Et un des mystères de la vie, c'est qu'ils ont voulu se faire ce jeu sur le CryEngine, donc le moteur de Far Cry. Ouais. Et ce jeu était une exclue Wii U. Donc les développeurs ont perdu les 80% du développement à mettre le moteur de Far Cry sur Wii U. Pourquoi, comment, on ne sait toujours pas vraiment. Et ça, c'est jamais sorti? Et donc si ce jeu-là est Si, c'est sorti, sorti. Hein. Ok. et il s'est vendu à 600 000 exemplaires, ce qui, pour une super production pour enfants, n'était pas le budget prévu. À la base. Et le jeu là qu'on a vu est sorti en 2014. Ils ont continué à en faire sur 3DS pendant quelques années, mais il n'y a eu aucun jeu qui a correspondu vraiment au 25e anniversaire. Tellement à ce moment-là, Sega et Sonic étaient au fond du trou et que Sega voyait que là on a perdu les fans de Sonic. Heureusement, ils ont fait un Sonic Forces peu de temps après, ainsi que Sonic Mania, l'excellent. Enfin, c'est pas eux qui l'ont fait, Sonic Mania. Oui. Ils ont produit ces deux jeux, ce Ouais. qui a permis 3 ans après Sonic Boom de dire OK, on a compris, on arrête les conneries, les fans de Sonic vous êtes tout, comptez-vous et on va essayer de faire des choses pour vous dans le futur. J'aime bien. Puis le film, Ah ouais. Le film qui a remis pas mal de hype autour de la franchise. qui au final, parti de rien du tout, a réussi à recréer un cercle positif. Reste à voir le deuxième film qui devrait sortir en même temps que le nouveau jeu. C'est quand même Jim Carrey qui carry le film. Hein. Enfin, c'est Jim pas Carrey tant- C'est Jim Carrey. Tu me l'as volé. J'allais tu la jouais. faire. Si Pas tu, jouais, assez si tu rapide. jouais à Sonic dans les années 90 en même temps, tu regardais Ouais, les films de Jim mais- Carrey à la télé après. Oui, Donc, mais tu vois, c'est pas pour Sonic que tu regardes Sonic, c'est pour Jim Carrey. Tu vois, dans Eggman. Et c'était, enfin, dans le rôle d'Eggman. deux pas des dans meilleures Eggman. choses des années 90 dans un seul film. En tout Ouais. cas, merci beaucoup Alvin de nous avoir fait rêver Merci avec Alvin. ces belles images de jeux Sonic. On a hâte des 35 ans. Du coup, il est 13h, c'est l'heure des news. On retrouve tout de suite Suri. Et on commence avec Electronic Arts qui compte bien ressusciter le passé. Par le journaliste Jeff Grubb, il y a peu, Electronic Arts serait en train de faire revivre une franchise du passé via le studio Motive. Ceux qui ont ainsi travaillé sur Star Wars Squadrons pourraient travailler sur un retour de la licence Dead Space en version revisitée. Elle ne ferait donc pas directement suite à la trilogie originelle, mais personne ne sait véritablement concrètement ce qu'il en est. Mais à Skip, il y a un petit événement le 22 juillet, un truc indé, qui s'appelle l'EA Play, potentiellement quelques infos à venir. Et on en reparle tout à l'heure justement d'Electronic Arts et de ce qu'ils vont peut-être annoncer. Final Fantasy IX, le meilleur, va devenir un animé. Final Fantasy IX va être transposé en série animée dans les prochaines années sous la houlette de Square Enix et le travail des Français de Cyber Group Studios. Les deux entités ont déjà collaboré sur Mini Ninjas, une série animée qui s'inspirait du jeu éponyme sorti en 2009. La série espère entrer en production d'ici à la fin de l'année 2021, voire début 2022. Elle est actuellement en train de finaliser la Bible de la série, le document initial qui collecte tous les détails. On a de nouvelles informations sur le film Borderlands, comme chaque semaine, j'ai envie de dire. Eh oui, le film Borderlands a officiellement terminé son tournage, comme nous l'a annoncé le bon Claptrap via le compte Twitter de Gearbox. Cette photo, loin d'être anodine, présente pour la première fois l'aspect du petit robot dans sa forme physique. Et bah oui, on le connaît bien des jeux, mais ça fait toujours plaisir de le voir en réel. La sortie du film est prévue pour 2022 avec un casting de qualité. Kate Blanchett, Kevin Hart ou encore Jack Black qui donne justement sa voix au fameux Claptrap. Et puis jeuxvideo.com devient JV. Coucou, wouhou. Vous l'avez sûrement vu ce matin, jeuxvideo.com devient officiellement JV à compter du 23 juin 2021. Cette évolution d'union n'affecte en rien la présence des équipes sur les différents réseaux, ni l'adresse web du site qui reste bien entendu jeuxvideo.com. Ce changement de nom s'accompagne d'une première refonte visuelle et d'un nouveau logo. La ligne éditoriale du site restera la même, à savoir le traitement de l'actualité du jeu vidéo et la culture moderne qui gravite autour, manga, cinéma, SVOD, animé et autres. Et enfin, on termine avec une fuite qui coûte très cher.
En 2019, la Pokémon Company a traduit des leakers en justice pour avoir divulgué des informations avant la sortie de Pokémon Épée et Bouclier. Aujourd'hui, l'affaire est désormais close, avec les 2 accusés devant payer la bagatelle de $150 000. Et pour vous dire à quel point l'affaire est allée loin, la Pokémon Company a traqué les accusés au travers de Discord, de Reddit et même 4chan pour pouvoir les retrouver. On n'embête pas la Pokémon Company. Merci beaucoup Suri pour ces news. On te retrouve à 13h30 pour encore de belles infos autour du monde du jeu vidéo. Et tout de suite, on va parler d'Electronic Arts. Electronic Arts signe son grand retour lors de l'E3. Souvenez-vous, c'était il y a une semaine, on n'en a pas dormi. Ils ont fait sensation avec le trailer et quelques minutes de gameplay de Battlefield 2042. Mais si, souvenez-vous, Sharknado version DICE. Ces derniers jours, la rumeur enfle autour d'une nouvelle IP qui serait ressuscitée, qui reviendrait d'entre les morts. Vous êtes nombreux dans le chat lors de la news de Suri à nous avoir dit « Oh, pitié, pourvu que ce soit Dead Space ». On est tous à peu près sur cette rumeur. Et concernant les annonces à venir, on ne va pas attendre longtemps pour être fixé puisqu'Electronic Arts a annoncé la date de son événement annuel EA Play. Ça sera le 22 juillet. Alors depuis quelques années, Electronic Arts, vous n'êtes pas sans le savoir, je le suppose, pâtit d'une image entre tradition et modernité, entre terre et mer, entre bad buzz et mauvaise presse, tant ils ont accumulé les casseroles tout simplement. Panta. Yes, tout à fait. Casserole, casserole, on en parle, bien sûr. Poule. Casserole, ça rime avec 2017. Et en 2017, sortait Battlefront 2. Oui, bien sûr, ça rime. Il suffit de trouver la bonne langue. Ça le met, ça. Oui, c'est vrai. Sortait bien sûr Battlefront 2, le dernier opus en date de la franchise Battlefront, qui est en gros Battlefield avec une moustache. Et cette moustache a un sabre laser. Et dans ce jeu, qui est donc la suite spirituelle de Battlefront 1, qui était sympathique, mais sans plus. Un peu rushé, il l'avait testé en 18 mois. Mais... Absolument, un petit peu rushé, avec des tonnes de DLC. Et ben là, ils se disent, les gars, vous savez quoi, pas de DLC. On vous fait rien payer, tout sera gratuit. Le problème, c'est qu'on va vous mettre des lootbox partout. Mais genre partout. Pour débloquer des persos, pour débloquer de la monnaie, pour débloquer des nouvelles cartes qui du coup renforcent les capacités de ton soldat. Donc du coup, Battlefront 2 est un pay to win à 60 balles. Et là, tout le monde gueule. Et comme c'est Star Wars, tout le monde gueule. Et ça se voit terriblement. Disney gueule, les pays gueulent. Interdiction en Belgique immédiatement après des lootbox. Et donc, réflexion dans tous les gouvernements intantinés qui réfléchissent, quoi. C'est-à-dire pas en France, parce que du coup, nous, on est toujours en discussion là-dessus, alors que beaucoup d'autres États ont statué non, les lootbox, c'est pas bien, il faut interdire et tout ça. Nous, en France, on est toujours en discussion. Donc bref, EA a beaucoup brillé cette dernière décennie pour cette affaire qui est véritablement le point d'orgue de l'abus en termes de modèle économique et qui a totalement dévasté le jeu vidéo en termes de loi, parce que dès lors, on a dit le jeu vidéo fait de la merde, les lootbox c'est pas bien, c'est du jeu d'argent, ça dévaste des modèles économiques, il faut statuer, il faut interdire. Et donc des jeux comme Counter-Strike, Global Offensive, Overwatch et tout ça ont totalement jarté leur lootbox parce que du coup ça posait problème à un niveau vraiment très très haut, quoi, au niveau de l'État. Alors l'abus ne s'arrête pas là, TPK. Non, on va dire que c'est les premiers à s'être engouffrés dans la brèche des DLC, du contenu additionnel payant très rapidement sur beaucoup de jeux différents, jusqu'à aboutir à des modes aujourd'hui très très décriés dans la plupart de leurs jeux, notamment le célébrissime FIFA Ultimate Team, ou FUT comme on dit, et j'adore ce diminutif. Je trouve incroyable qu'on puisse dire FUT dans ce jeu. Bref, alors FUT, c'est quoi ? Vous le savez, c'est un gacha déguisé dans lequel on va essayer d'obtenir les joueurs les plus puissants, tout du moins les plus forts, pour constituer l'équipe ultime. Le problème, c'est que ça, c'est effectivement pas vraiment une lootbox, quoique du gacha amélioré, avec vraiment un excellent rendement pour Electronic Arts, qui est vraiment fier de ce bébé-là. Tellement fier d'ailleurs que vous regardez l'intégralité du circuit e-sport FIFA, si on doit ne nommer que lui, un jeu FIFA qui a priori se prête bien au e-sport, à tout ça, des gens qui se tapent dessus par manette interposée. Vous êtes obligé
d'avoir ce fut. Vous êtes obligé d'avoir ce fut, ok? Si vous n'avez pas de fut, vous ne rentrez pas. Vous êtes dehors si vous n'avez pas de fut. Et c'est vrai. Et c'est terrible. Il y a Yoann Henry qui me fait encore plus rire que la vanne elle-même. Bref, on a un niveau où des joueurs e-sport se sont même opposés à la chose en disant moi je refuse de souscrire à ce mode de jeu, je veux jouer au jeu tel que, enfin de mettre un seul centime en vérité dans ce mode, ça pose un problème éthique. La Belgique, tu le disais, mais aussi les Pays-Bas ont banni cette pratique du FIFA Ultimate Team, qui est déjà pressenti pour être déployé sur beaucoup de leurs titres de sport. On pense notamment à Madden, la Formule 1. Oui. Formule 1 qui serait bientôt prise d'assaut. Bref, Electronic Arts, dès lors qu'il s'agit d'un modèle économique plutôt dégueulasse, ils s'y connaissent, c'est pas qu'un peu. Ils s'y connaissent, c'est pas qu'un peu, Alvin. L'histoire ne s'arrête pas là. Oui, ils ont changé finalement leur lootbox. À la fin, ça a été une des grosses infos qui a fait secouer cette semaine. Le système de lootbox a été mis à jour. Alors, je vous avoue, je ne joue pas à FUT. J'ouvre des paquets Hearthstone il y a fort longtemps. Mais en tout cas, maintenant, on peut voir ce qu'il y a dedans. Alors, les packs sont renouvelés chaque jour. Donc, vous pouvez choisir de prendre un pack ou non. Il reste une grosse composante aléatoire, mais on vous fait toujours payer. Ça, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, on va continuer à vous faire payer. Mais comme vous le disiez précédemment, Battlefront 2 a été un sommet. On est revenu en arrière après ça. Le jeu est d'ailleurs très jouable aujourd'hui. C'est ce que dit tout le monde. Je sais que Nagla, par exemple, est un super fan de dire. Et ils ont tout update pour retirer les lootbox qu'ils avaient mises. Donc, ça veut dire qu'on peut y arriver. Deux, qu'à un moment, ils le font. Ils ont quand même très bien vu ce que ça leur jouait en termes d'image. Et maintenant, Electronic Arts a une deuxième jambe avec laquelle marcher, selon moi. C'est que depuis qu'ils se sont mis dans le Game Pass, ils là aussi font évoluer leur modèle économique, aller vers un peu plus de free-to-play pour des jeux qui étaient tout à fait payants à la base. Si ton jeu n'est pas payant, tu es un peu plus accepté, tu acceptes mieux l'idée de payer des extensions ou des cosmétiques dedans. On vous rappelle, le Game Pass, c'est super, mais c'est toujours le jeu de base, c'est jamais les DLC. Vous devez toujours les choper séparément. Donc EA a un petit peu rejoint cette team-là et adouci son modèle aux entournures. Il ne pouvait pas faire pire que ce qu'il faisait actuellement de toute façon. Alors, je vais afficher quelques-uns de vos commentaires. Vous nous dites si on n'aime pas, entre deux jeux de mots fut, que j'ai tout affiché, j'ai essayé d'afficher le maximum de jeux de mots. Si on n'aime pas, on ne paye pas et un autre éditeur prendra le créneau. C'est pas si simple que ça. On nous dit aussi, il y avait aussi les 10 € à payer pour jouer au multi quand on achetait les jeux en occasion. C'est sur vrai. 360. Le Online Pass. Online Pass. Je m'en souvenais plus celle-là. Et à cause de ça, et c'était l'époque où c'est dit il faut que pour tous les jeux qu'on sorte, il y ait un online pour qu'on puisse vendre des passes online. Donc c'était absurde. Enfin, c'est vraiment, on ne fait pas de nouveau Mirror's Edge parce que c'est pas un jeu multi, on peut pas vendre le pass multi. Ils ont été trop loin dans cette histoire et il y en a un qui va trop loin aussi. Plot twist, Kojima annonce à travailler avec Blue Box racheté par Electronic Arts pour dévoiler Silent Hill. Peut-être, on ne sait pas, je pense pas. Mais Electronic Arts qui rachèterait Konami, ce serait fort pour avoir un pied au Japon, des belles licences. Et tuer PES. Et tuer PES. C'est vrai. Arrêtez tu rachètes un concurrent pour le tuer. Sondage Facebook aujourd'hui, Electronic Arts a toujours la cote en 2021. Est-ce que cette anecdote est vraie? Une petite tournure de phrase à l'électionnel. Non, à 73%, oui, à 27%. J'ai envie de vous demander, du coup, en plateau fort de ce résultat de sondage un petit peu sans appel, est-ce que vous avez de nouveau confiance en Electronic Arts? Est-ce que vous avez... je sais pas. Est-ce que vous les aimez de nouveau après tous les déboires de ces dernières années, Panta? Bah écoute, moi ça n'a pas vraiment changé en dehors de ces considérations relatives au modèle économique. Je trouve que EA a toujours de très très fortes licences. SimCity, même si depuis 2013, c'est un petit peu mouif, même s'ils se refont une santé sur le mobile. Les Sims également. Même si on attend toujours les Sims 5, potentiellement le 22 juillet, je ne sais pas, j'espère. Battlefield, je suis un grand fan et je trouve que ce qu'ils ont fait ces dernières années était plutôt décent. Apex Legends, ils ont quand même un gros Battle Royale free-to-play qui cartonne. Et puis, côté un petit peu indé éditeur, ils ont Knockout City que j'ai trouvé très très bon. Aimé, toi. Ouais, franchement, je trouve... It Takes Two qui a été un succès énorme et qui était une vraie création. C'est Electronic Arts, je suis en train de le faire. Je trouve qu'ils sont très très bons pour taper très très large, avoir des petits projets indés qui cartonnent, des petits trucs multi qui financent un petit peu, et si ça prend c'est tant mieux, si ça prend pas on s'en fout, on l'a déjà oublié. Donc non, je trouve qu'ils sont plutôt bons dans leur activité d'édition.
TPK, EA, on aime, on n'aime pas. On aime parce que ils ont des licences très fortes. Dragon Age, Dead Space, moi qui est probablement mon préféré chez eux. Et encore, voilà, Apex, je pense que c'est l'antithèse chez Electronic Arts parce que modèle multi free-to-play où a priori on peut y jouer sans trop dépenser d'argent, voire pas en dépenser. Donc c'est un peu ça. Au final, Electronic Arts, ils sont, on va dire, pas irréprochables, mais ils ont une belle ligne de conduite avec des jeux maîtrisés pour la plupart du temps, sauf si on cite un Dragon Age 2, mais bon, ça dégage. Et encore d'autres petites erreurs industrielles, jusqu'à ce qu'ils en faisant partie. Titanfall, qui n'a pas eu la cote d'amour qu'il méritait, je pense, tellement c'était un jeu profondément intelligent et fort. Mais ils vont toujours te pondre la dinguerie. Mais la dinguerie que personne n'a jamais osé faire. Tu sais, t'as une table ronde avec tous les éditeurs et t'as Electronic Arts qui tape la main et qui fait les gars. Et tout en putain, il va le faire ce con. et il le fait ce con. Et donc du coup, on a la plus grosse dinguerie de modèle économique qui n'ait jamais été proposée de ces 5 dernières années. On fait un backpedaling immense quelques mois après parce que même les États et les gouvernements s'en mêlent et on ne retient que ça. Et c'est ça le truc un peu bizarre chez eux, c'est que paradoxal. Dans toute la vague de choses bien et de bons jeux qu'ils produisent, on va retenir la grosse catastrophe de modèles économiques qui vont te pondre en fait. Alvin. C'est vrai qu'on les met en face d'un Activision, EA finalement a l'air vraiment de sympa quoi. Hormis FUT, comme tu dis, ils ont tellement de licences. Je pensais récemment à Command & Conquer, ce qui est une série, là aussi, qui ne vont pas beaucoup, mais ils ont quand même à la fin, ils finissent par écouter les fans sur ces franchises-là et ils ont fini par faire un petit remaster qui a été à peu près propre. Ils ne les oublient pas. Bon, sur Anthem, il y a la grosse douillasse de Anthem qui reste là aussi un des échecs de cet ancien EA. Peu de temps après Battlefront 2, ils sont faits à Anthem où, de toute façon, on va sortir le jeu avec 6 heures de contenu, ça viendra à la suite et de toute façon, les gens vont payer leur skin et l'important, c'est leur faire payer des skins. C'était un peu compliqué. Mais ça a donné Apex, qui a été une vraie réussite. Les Sims, c'est une des communautés les plus chouettes de tout Internet. Vraiment chaque fois que je tombe sur Ultia en train de jouer aux Sims, quand ils avaient fait le concours de Sims au Z-Event, quand même, c'est... que j'ai casté, c'était incroyable. Voilà, ça permet ce genre de choses-là. Donc au moins leur catalogue est plus diversifié qu'un Activision qui a fini par tout débrancher et par se concentrer sur 3 trucs. EA, c'est à la fois marcher sur sa jambe bien musclée et quand même tenter d'autres choses aux alentours et c'est plus agréable, en tout cas clairement à couvrir, qu'un Activision où chez Activision on peut déjà vous spoiler et presque vous donner la note du Call of Duty de la fin d'année alors qu'on l'a pas vu. Donc, ah bon, tu peux ? Oui, je pense qu'on sera sur un Call of Duty de fin de gen. Ça passe après Black Ops, où ce sera peut-être un peu mieux que Black Ops, mais un peu moins bien qu'un vrai Modern Warfare 5. Okay. Donc genre un 16. C'est clippé. C'est un 16. Electronic Arts, c'est les Attila du jeu vidéo, là où ils passent les jeux trépassent. Un propos modéré par un autre viewer qui nous dit « Mais non, c'est parce que les gens sont cons !» Ou encore Mass Effect, le premier, et Battlefield reste du pur génie. Et enfin, je ne me suis toujours pas remis de l'EA Play Live de l'an dernier. Écoutez, réponse le 22 juillet, c'est ça pour l'EA Play? Oui, tout à fait, le 22 juillet. Pour savoir si oui ou non, il ressuscite Dead Space. In the Heights, le nouveau film de Lin-Manuel Miranda, ça sort aujourd'hui au cinéma. Je suis hystérique, j'ai pu le revoir. Bien sûr que je vais y aller. J'ai pu le rencontrer, ainsi que John Chu, le réalisateur qui a fait notamment G.I. Joe, une partie du cast pour leur parler de cette adaptation de Broadway sur grand écran. Et Lin-Manuel Miranda, en voyant l'étagère de jeuxvideo.com derrière moi, a eu un petit message à passer aux équipes de Miles Morales. Regardez, c'est à la fin. Once upon a time, in a faraway land called Washington Heights, the streets were made of music. Shh. Just listen. It's a love letter to this neighborhood in northern Manhattan that doesn't get represented much in mainstream media. It's historically been an immigrant neighborhood. And what I wanted to do from the music side of things as the songwriter is really make it sound like and reflect the neighborhood. And it was a great opportunity to write the kinds of music you hear in Washington Heights. It's salsa and merengue and reggaeton and bachata music and also hip hop music, and use those popular music forms to tell the stories of these characters and what they go through. I'ma fly this flag that I got in my hand. Can we raise our voice tonight? Can we make a little noise tonight?
the message of this movie, for real, not to be so on the nose, but that there is power in exactly who you are and exactly where you're from and exactly what you're about. I knew what it felt like to sit in your bedroom and dream. I knew how big our dreams could be, and I know that that's worthy of the big cinematic screen. So we really wanted to tell the story of these people, of this block. We could have picked anyone, but we picked this one dude on the side of who owns this bodega. And his dreams, his struggles are bigger than any lead character of a movie you've seen before. And we're gonna give him the movie treatment because there are no such things as small stories. Don't be afraid to dream big. Dream as big as you want, and if you work hard for those dreams, they're possible. Oh my goodness, I'm so jealous of the shelf behind you, which is extraordinary. Yes, I'm a gamer. I unwind at night with, I'm still playing, my first date with my wife was playing Grand Theft Auto San Andreas at our house. And actually, you know, I talked about how little Northern Manhattan gets represented. I'm still a little salty that you can't see Washington Heights in the Miles Morales video game. You've got this beautiful grid of New York City, but I want to swing through my neighborhood, and the grid stops at like 125th Street. So, you know, here's me calling for greater Washington Heights representation in New York City video game grids. Let's go! The best days of my life. And I built my little dream, my sueñito, here in Washington Heights. The street lights, we taking the flight to a couple of days in the life of what it's like in Washington Heights. Lin-Manuel Miranda, je t'aime. TPK. Aussi. T'as un quiz. Ouais. Non, mais je l'aime On l'aime trop. tous ici, bordel. Trop, je C'est que l'aime de l'amour en fait ici. Que de l'amour, que du tellement, love. il est parfait cet homme. Ça, c'est vrai. Ses comédies musicales Ah oui, la sont tablette. parfaites. C'est un purée. quiz. Close Oh, your moi, tablette. Triche jamais. It's a quiz. Moi, je suis déjà en fin de runner, donc je ne vois pas les réponses. Mais je regarde le chat. Elle ment. De toute façon, les réponses ne sont absolument pas indiquées dans le runner parce que je vous connais tous, Eh surtout oui, tu les as cachés, tout l'autre là-bas c'est là, caché. qui sniffe des Vélélas. Alors, c'est un quiz sur quoi? Alors, c'est un quiz sur la Nintendo 64 puisque nous fêtons ses 25 ans. Mais non, 96 déjà. 25 piges, oh là là, mais c'est incroyable. Une console qui a révolutionné beaucoup de choses, notamment le domaine de la 3D. On va y revenir. Et on va faire un quiz, on va dire généraliste. Sauf que ces questions sont tournées sous forme de trivia. Donc, on va essayer de vous faire deviner les jeux. Vous écrivez la réponse sur vos ardoises. Dans le chat, vous pouvez évidemment participer. Première question, Zébardi. Quel grand jeu de la Nintendo 64 a bénéficié de 5 directeurs pendant son développement pour une sortie simultanée avec le 64DD? Vous vous souvenez, c'était le support mémoire CD. Non, mais écoutez, je vais répondre à Mais rien mec, parce qu'à mais- l'époque, je vais- j'avais mais 8 ans mec, et que j'aimais juste lancer Mario Party. Mais oh, c'est simple, arrêtez vos bêtises. Mec, mais... Un jeu de grande ampleur, 5 directeurs différents Ah, bah, je sais pour pas. une sortie simultanée en 64DD. Il faut des questions plus simples, c'est la fin de la Mais saison. je là. fais de tout. Je Toi, fais t'es de le tout. mec qui, à la fatigué. fin de l'année scolaire, au lieu d'apporter un jeu de Je vous cartes casse à la gueule. goûter, moi. tu Non. dis « Ah non, j'aimerais bien réviser le premier chapitre. » Bien pour aller sûr. étudier Vous au voulez pas qu'on second. s'avance- Bien vous voulez pas sûr. qu'on s'avance sur le programme de l'an prochain? Non, on va prendre l'avance. Moi j'avais des mecs dans... Bon allez, la réponse c'est évidemment Ocarina of Time. Oh. Je le savais. Bah ouais, c'était pas dur. Et ouais, parce qu'en fait ce jeu-là, donc il y a eu 5 directeurs qui ont bossé en même Bien temps sûr. sur le jeu. Hein. Donc savais. bon, Miyamoto, Aonuma parmi les plus célèbres. Et le jeu était prévu en sortie simultanée avec le 64DD pour dire regardez, nous aussi on veut se faire du CD, mais même que la PlayStation on lui crache un peu à la gueule. Bon Un bah. petit peu. Eh ben, le 64DD il sortira jamais, ou plutôt trop tard, et donc du coup on n'a pas le choix, on doit sortir Ocarina of Time qui est un des plus grands jeux de all the time. C'est pas vrai. Simplement. Oh là là, arrêtez. Prochaine question, celle-là elle est simple. Hein. Lourde. On prend de l'avance sur le programme de l'an prochain? Allez, let's go. Allez, on va réviser la frigo. Quel est ce jeu qui est le plus vendu de la console, et c'est vous dire à quel point elle n'a pas marché cette console, avec plus de 11 millions de ventes? Bah, je vais 11 répondre millions que de- des réponses trolls. Je vais répondre. Je vais répondre. Je vais répondre.
Je vais répondre. C'est pas ça. Oh là, je peux plus rien là. Alors, nous avons Pokémon Snap, nous avons Mario Kart 64, Moi, j'aurais nous dit avons GoldenEye en vrai. GoldenEye. Ouais, bien sûr. La réponse est Mario 64. Puisque c'est Mario, évidemment, le jeu le plus vendu de la console, les bros. Vous pouvez pas être autre chose. 11 millions, c'est fou. 11 millions de ventes. C'est pas mal, non? Alors, les dernières sources nous disent un peu moins de 12 millions pour être très précis, mais c'est le jeu le plus vendu de la console. Vous dire à quel point il n'a pas marché. Alors, c'est pas mal, mais c'est le jeu le plus vendu et tu vas voir par la suite que c'est compliqué hein, les ventes sur Nintendo 64 quand tu fais le comparo avec la PS1. Globalement, c'est un no-match. Pokémon Slap, tout à fait. Prochaine question. Version coquine. C'est vrai. Tiens, Pikachu. Tu slaps un l'euphorie. En fait, ça a commencé tôt, les histoires de Yamete le Ondine-chan. Quel jeu de la Nintendo 64 devait à la base être un jeu de plateforme en 2D utilisant la technologie de Donkey Kong Country? Je vais répondre. Je vais répondre. Mais mec, mais t'es un ouf, toi. Je suis complètement. C'est quoi? Vas-y, répète la question. J'ai même pas compris. Quel jeu de la Nintendo 64 devait à la base être un jeu de plateforme 2D, avec la technologie ACM de Donkey Kong Country. ACM de Donkey Kong Country. Ah, ok, d'accord. Et en fait, si tu sais qui a fait Donkey Kong Country 2D, et qui a fait Gold. Retro Studio, donc un jeu de Retro Studio, c'est évidemment. C'est quoi? On nous dit Banjo et Conker. C'est Banjo. Et Banjo Kazooie, c'est Kazooie. Alors j'ai dit la réponse. Genre j'ai terminé ma phrase parce que j'étais en train de dire la réponse. Banjo et Kazuya, tiens. Banjo et Kazuya Mishima. Non, c'est GoldenEye. Ouais, et si. C'est GoldenEye. Nintendo, quand ils ont acheté les droits de James Bond, ils ont fait. Eh, on va faire un jeu de plateforme 2D, ça va être incroyable. Sur la technologie ACM de Donkey Kong Country. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est un camoulox. Ils ont fait un prototype, ils ont fait ah ouais, on arrête tout. Et ça a donné GoldenEye, qui est l'un des plus grands jeux de la Nintendo 64. Moi, la Madeleine de Proust que j'ai, c'est quand James Bond regarde sa montre avec tous les gadgets. Ouais. Moi, mon cerveau explose à ce moment-là, parce que les images de ça à l'époque, moi j'étais comme un fou. J'étais en mode oh, putain, mais il y a une montre, il y a des gadgets. C'est incroyable, mon gars. Et maintenant, tu regardes le poignet de Panta. Voilà. Et je regarde le poignet de Panta avec sa montre à 800 balles. Ça explose? Non, là, ça me fait pas le même effet. Ça me ça peut payer à Kaiser. Ça tellement mal poli ces montres. C'est vrai? Ah bon? Bah ouais, tu lis un texto comme ça et t'as l'impression. Tu parles à quelqu'un qui a une montre comme ça et est tout le temps en train de faire ça. Tu vois, tu dis pardon, je t'emmerde, t'es en train de regarder l'heure. Mais c'est pas différent de si le mec fait ça, genre? Ouais, mais ça c'est mal poli. Bah non, mais prends ton téléphone, t'as l'habitude, mais il y a le sentiment que je suis en train de regarder l'heure parce que bon, j'aimerais bien me barrer. Ah je mets une barrière, regarde, Salomé, je mets une barrière avec toi. Voilà, c'est pas très sympa. J'aime pas. Prochaine question, elle est simple. Elle est simple, celle-ci. Oui, celle-là. Quel autre grand jeu de la Nintendo 64 a bénéficié de seulement une année de développement? Mais t'es un déglingo, toi. Mais bordel, il est connu pour ça, ce jeu. C'est évidemment Majora's Mask. Bah oui. Oh, vous allez pas me faire chier, non? C'est quand même le jeu qui est connu pour ça. C'est nul. Oh, Majora's Mask. La régie qui a déjà envoyé la réponse, en effet. N'a bénéficié que d'une année de développement. La petite histoire autour de ce grand jeu, le meilleur Zelda de tous les temps, c'est que Eiji Aonuma, qui est venu voir Shigeru Miyamoto, lui a fait dis donc, on ferait pas un nouveau jeu avec le moteur d'Ocarina of Time. Shigeru Miyamoto se saisit de ceci et dit mais bien sûr, on va peut-être même faire une version améliorée d'Ocarina of Time, ce qui deviendra la Master Quest. Mais bien sûr. Eiji Aonuma dit non, arrête tes conneries. Voilà du LSD. Voilà du LSD. Hop là, Skull Kid, mon gars, je te le fais en un an. Et Shigeru Miyamoto lui a dit ceci, je cite, frère, si tu le fais en un an, je te fais un spin-off. Et Eiji Aonuma est revenu un an après et 367 rails de coke plus tard en disant j'ai ton jeu, il s'appellera Majora's Mask, je vais me coucher. Et c'est devenu. C'est la vraie histoire. C'est la vraie histoire. Ouais, peut-être le chiffre est pas forcément vrai, 367 ou 360 rails de coke près. En tout cas, c'est Majora's Mask et c'est le meilleur jeu de tous les temps. Bref. Incroyable. Oh, facile. Quel jeu, à la base surnommé Project Dream sur Super NES, évidemment, parvient à s'imposer comme un immense jeu avec comme inspiration principale
Mario 64. Bien sûr. Mario 64, autre jeu la Nintendo 64. Et vous répondez pas à ça, je vais me Attends, fâcher. c'est un jeu sur quoi? Il y a Bah, sur Alvin qui a Nintendo une réponse. 64. J'ai piffé. T'as dit Alvin, Batten il a Kaitos. piffé Banjo. Ouais, Battle non. Kaitos, ouais, bien Ouais, sûr, ouais. Bien sûr. Est-ce que c'est Moi, Banjo je et sais Kazooie pas. C'est très certainement pas sur GameCube, Battle Kaitos. Hein. C'est évidemment Banjo et Kazooie, Half-Life 2, nous dit-on. Puisque, encore une fois, Banjo et Kazooie, ça Mais devait c'est Banjo et Kazooie. Mais oui Mais merde. Mario 64, la con de toi. Putain, je La savais con en de plus. toi. La con de toi, ouais. Mario 64 Alors, Mon père tenez-vous. Il y a un Mon vieux père. photo où on voit effectivement genre les versions Super NES où c'est vraiment genre un Tout chasseur à fait. de trésors, le truc a rien à voir, ils ont juste gardé la jambe. Exactement. À la base, ça devait être un petit garçon et son chien. Dans un monde, voilà, alors je sais plus vraiment. Puis au final, ils ont fait, ouais, on s'est quand même vraiment chier, c'est un peu globalement chiant. chier. Non, il y a un jeu en face qui s'appelle Mario 64 et on va essayer de ne pas le plagier et faire un truc aussi bien. Et ils ont fait Banjo Kazooie et c'est pas plagié et c'est aussi bien. Et On rajoute franchement, l'humour anglais par-dessus, ce qui marche très bien. ce qui marche très très bien. Ok. Vous avez une belle enfance. Prochain jeu. Ça devrait aller celui-là. Oh. Celui-là, ça va. Quel jeu de la Nintendo 64 Ouais, est une légende dans C'est sa facile. discipline Off Zelda. pour seulement un peu plus d'1 million de ventes? Ouais. Un échec commercial donc. C'est évidemment Harvest Moon. Un jeu qui est une légende dans sa discipline, qui n'a fait que 1 million de ventes. Légende dans sa Les gens, c'est discipline. rien. Les gens, c'est rien. T'avais pas de console Regarde, PlayStation, t'avais pas de console Regarde, Nintendo toi. j'affiche un commentaire qui est exactement mon état d'esprit. J'ai quitté l'émission. Moi, la 64, j'ai fait la connerie de ma vie. J'ai revendu ma PlayStation 1 avec mon frère. On l'a revendue pour s'acheter une Nintendo 64. Ah, c'est la pire erreur ça. C'est une super erreur. vous Et avez j'ai pas de fait jeu. des courses. On passait notre temps à jouer, parce qu'on était petits, à Pokémon Snap et à Mario Party et à se disputer comme des malades, alors que sur PlayStation, on se disputait jamais. Donc vous me parlez de vos jeux là. Moi, j'ai Bon, alors. souvenir que 3 jeux. Donc je suis désolée, j'ai pas cette culture. C'était évidemment F08. Et ouais, alors ça, par contre, je vais vous dire un vrai truc. C'est que tous les gens qui demandent F0 à chaque Nintendo Direct, Ils ont jamais vous avez joué. tort. Parce que personne n'a jamais acheté F0. 1 million de ventes seulement pour ce F0 qui restera le dernier grand F0 avec le F0 GameCube. Évidemment, 1 million de ventes. Par contre, la prouesse de ce jeu, mine de rien, c'est un des premiers jeux de course de son époque à être en 60 FPS. C'est-à-dire Mais qu'ils ouais. ont vraiment mis c'était le niveau pas trop, technique à zéro pour ce jeu. Par contre, ils ont dit non, on veut du 60 FPS, faut que ça aille vite et faut que ça soit quand même une vitrine technique de notre console. F0, c'est vraiment pas beaucoup de ventes. Au cumulé, on atteint à peine les 3 millions de ventes au global sur l'intégralité de la franchise. Ouais. Vraiment, c'est une licence qui ne s'est jamais vendue. Enfin, une dernière. Ouais. Allez, Une facile, hein. pour moi. Une facile. Mario Party. Une facile, s'il vous plaît. Quel Ouais, party game est né sur Nintendo 64. Une facile. Quel jeu a pu sortir grâce à son réalisateur qui a créé une maquette en cachette avant de la présenter à ses supérieurs hiérarchiques? C'est-à-dire que le mec a fait une maquette du jeu en cachette, vraiment dans son coin, en disant non, il faut que je leur montre ça, hop là. Mais il leur a montré que après, en disant ça va sortir. Vous me Miyamoto proposez Conker's Bad Fur Day, Quel jeu? Mario Party. Et c'est Miyamoto. Thierry, arrête de tricher. Un jeu de Miyamoto. Bah, Un réponds jeu un de truc. Miyamoto. Mais pourquoi Miyamoto? Mario, je Faut sais écrire. pas, c'est Suri qui me l'a dit. Il m'a fait Miyamoto. Thierry, il triche. Fury, Mario, Mario. Mario Pizza. Mario Pizza, Pepe. Mario Pizza. Pepperoni. Delivery, voilà. Allez-y là. Smash Bros. Ouais, voilà. Ouais. Oui, c'est vrai. Smash je Bros. Bah ouais. En fait, l'histoire de Smash Bros, c'est que eh bien Sakurai, Ah là le là. réalisateur du jeu, était un jeune employé de chez Nintendo et lui est un fan de jeux de combat, vraiment un fan de jeux de combat. Sauf qu'il sait que les jeux de combat, ça se vend pas très très bien. Alors du coup, il imagine un concept où le jeu de combat, c'est pas vraiment des barres de vie, il faut éjecter les gens. Sauf que pour que Nintendo accepte, qu'est-ce qu'il met? Il met Kirby, Mario, le 2-3 boss. conneries. En fait, en cachette. Et il va voir Miyamoto et tout le bordel. Et il fait, enfin, il va voir Iwata à la base. Alors Iwata, il fait, dis donc, ça là, c'est le prochain jeu de combat. Et du coup, Ouais. ils font, ouais, mais on va le sortir qu'au Japon, ton truc, parce qu'on n'est pas totalement sûr de nous. Il lui a répondu frère. Et il a fait, frère, écoute-moi bien, ce jeu, ça va cartonner sa daronne et ça cartonnera sa daronne. Et Parce que c'est voilà. aujourd'hui Smash Bros. Je drop le mic, vous êtes vraiment nuls. Incroyable. Merci beaucoup TPK pour ce quiz qui m'a passionné outre mesure. Il est 13h31 et 38 secondes. On retrouve Suri, c'est l'heure des news.
On va jeter un Velleda à la gueule, ouais. Et on commence avec une news sur Elden Ring. Dans une interview pour un média de Chicago, George R.R. Martin, l'homme derrière la série Game of Thrones, a indiqué que son travail sur le jeu Elden Ring s'était achevé il y a de ça des années. Comme il l'indique, ces jeux sont comme des films. Ils prennent du temps pour être développés. Les développeurs souhaitaient la création d'un monde dans lequel ils implanteraient le jeu et George a ainsi conçu un univers avec un historique détaillé pour leur permettre de construire à partir de là. On aura l'occasion de voir le résultat le 21 janvier 2022 s'il n'y a pas de report. Sonic Prime dévoile de nouvelles images un peu par accident. La nouvelle série d'animation Sonic Prime a vu quelques-uns de ses concept art fuiter via le portfolio d'un artiste. Prévu pour 2022 sur Netflix, eh bien on commence déjà à avoir quelques éléments de style de cette future production annoncée pour célébrer les 30 ans du Hérisson Bleu. Bien entendu, il s'agit uniquement de travaux conceptuels et non des captures d'écran, ce qui signifie que le résultat final peut être tout à fait différent. Ce sont avant tout des inspirations. Les Avengers, pardon, je suis désolée, il y a des commentaires très drôles. Ils disent ils ont mis une news d'Elden Ring pour ressusciter Salomé. Les Avengers luttent contre une nouvelle menace, un bug. Eh oui, Marvel Avengers a dévoilé. Suri, il m'écrit toujours des lancements, mais il faut que je les lise en m'imaginant que je suis Suri. Les Avengers luttent contre une nouvelle menace, un bug. Un bug. Attention. Mais justement, les Avengers a dévoilé une nouvelle mise à jour intégrant la menace du cube cosmique. Mais attention, car celle-ci comporte effectivement un bug, celui affichant l'adresse IP des joueurs. De nombreux joueurs se sont effectivement rendus compte que leur pseudonyme, leur adresse IP, la date, l'heure et d'autres chiffres non identifiés apparaissaient sur leur écran. Un problème affectant uniquement la version PS5 du titre. Square Enix a immédiatement conseillé de ne pas streamer le jeu, évidemment, et indiqué qu'un patch correctif sortirait aujourd'hui à 17h. On a encore eu de la chance. Jeuxvideo.com devient JV. Et oui, vous l'avez sûrement vu ce matin et entendu un petit peu avant, jeuxvideo.com devient officiellement JV à compter du 23 juin 2021. Cette évolution du nom n'affecte en rien la présence des équipes sur les différents réseaux, ni l'adresse web du site qui reste bien entendu jeuxvideo.com. Ce changement de nom s'accompagne d'une première refonte visuelle et d'un nouveau logo. La ligne éditoriale du site, quant à elle, reste la même, à savoir le traitement de l'actualité du jeu vidéo et la culture moderne qui gravite autour, manga, cinéma, SVOD, animé et autres. Et enfin, GameStop empoche le pactole. L'affaire GameStop, c'était en début 2021. Ouais, c'est loin. Et celle-ci continue de faire parler d'elle puisque l'enseigne vient d'empocher 1,1 milliard de dollars grâce à cette flambée en bourse. Baptisée la meme money, c'est au travers d'un procédé légal et financier aux États-Unis, Calvin saura vous expliquer bien plus simplement, que la société a revendu 5 millions d'actions pour un total d'1 milliard 126 millions de dollars. Bon, c'est avant certaines taxes qui s'appliquent, mais ça fait quand même un joli pactole. Et puis en fin d'émission, on continue le Just Chatting qu'on avait commencé hier avec cette fois-ci Aymeric Lallaye qui viendra répondre à vos questions concernant les tests de jeu. Comment sont-ils réalisés? Qui teste quoi? Où? En combien de temps? Est-ce que quand on a plus d'ancienneté chez JV, on a le droit de tester les jeux cool? Est-ce que quand on est newcomer, on a le droit qu'aux jeux de merde, comme je faisais à l'époque sur Gameblog? Posez toutes vos questions, il viendra y répondre en plateau. Merci beaucoup Suri, on se retrouve à 14h pour les news. Pas mal de drama et de nouveautés sur la plateforme de streaming Twitch. Cette semaine, nos streamers ont du talent et vous avez sans doute vu passer le meilleur du pire de la créativité sur certaines chaînes. Alors, quoi de neuf, Dr TPK? Quoi de neuf, Dr TPK? J'essaie de retrouver mes notes dans le runner. Pas de soucis. Foutu le camp, donc on va y aller. Tu retrouves plus? C'est viré? Bah, je ne sais pas, mais alors, sauf si c'est moi qui ai fait une. Mais c'est pas grave, je les ai de tête. C'est pas grave. Je les ai en tête. Il n'y a pas de souci. J'espère juste que les assets sont quelque part. Il y a des bannes. Alors, non, bon, on va pas forcément bannir qui que ce soit pour l'instant. C'est pas les bannes, on parle pas des bannes. Attention, on parle pas des bannes. Pas encore. Puisque Twitch se met à jour avec pas mal de nouvelles fonctionnalités, notamment une qui est réclamée depuis pas mal de temps, un peu en soum-soum mise notamment, c'est les émotes animés maintenant qui font leur grand départ, le top départ de Twitch sur les émotes animés qui permettent d'avoir, comme son nom l'indique, des émotes animé avec un programme de base qui permet à chaque streamer maintenant d'avoir des animations vraiment très basiques que Twitch va te proposer avec tes émotes classiques en format PNG classiquement, ou alors tu peux demander à un motion designer de faire tes émotes classiquement. Pour l'instant,
tout va bien et je crois qu'il y a vraiment eu un problème dans mes assets en finale. Non mais c'est pas grave. Moi j'ai vraiment ok les emotes, les trucs, les machins. Moi j'ai envie qu'on parle de ce léchage de micro s'il vous plaît. C'est quoi cette nouveauté? Attends, c'est quoi cette nouvelle tendance? Bah vas-y, J'en viens. Alors j'en rush. Parle-moi de tes peurs. J'enchaîne. Parle-moi de ce cœur qui se meurt au combat. Je l'ai pas moi. Vous l'avez pas? Non. Quoi? C'est terrible. C'est Nadia, oui, c'est ça. Voilà, merci. Est-ce qu'on peut parler de... On va parler du léchage d'oreilles. Salomé veut vraiment qu'on parle de léchage d'oreilles. Faut qu'on parle des nouveautés sur Twitch. La méta de Twitch évolue. Non. Si. Puisque d'ores et déjà, vous pouvez assister à de la catégorie ASMR. Vous savez, c'est ces fameux triggers que vous pouvez expérimenter par de multiples manières. Mais Amourante et Indie Fox se sont livrés à un nouvel exercice qui est de léchage de micros adaptés, on appelle des micros binaurales, pour provoquer, pourquoi pas, le même extase lié à l'ASMR. Bon, c'est une méta qui évolue, évidemment. Une méta qui évolue, ou pourquoi pas dans le bon sens, mais a priori, Twitch a l'air de dire no. Mais pourquoi non? Mais ouais, pourquoi non? Parce que, mis à part pour les oreilles de Pierre quand on fait des bruits de bouche, s'il y en a qui aiment bien ces sons. Ouais. Oui, mais le problème étant que Twitch bannit explicitement les formes de contenu à caractère sexualisé. Sexualisé. Sauf que, a priori, Twitch... Demande à Pierre si c'est de la pornographie quand il y a FKZ qui lit les news. C'est vrai que c'est pas si bête. Enfin, la démo de Twitch, c'est a priori une pratique qui pousse à la sexualisation, ou tout du moins en contenu à caractère sexuel, puisque ça va être lié à des mouvements spécifiques, où il s'agit, vous savez, d'agiter la branleuse, vous savez, c'est la saleuse dans les friteries, ce qu'on appelle la branleuse. Ah, on nous dit qu'elle le fait à 4 pattes. Mais alors, oui, en fait, c'est ça. Si vous ne comprenez pas les choses, on va dérouler le sujet sans avoir rien dit là. Donc, à 4 pattes, a priori, les jambes écartées, si je dois aller j'allais dire dans le... En petite tenue. Non, en petite tenue, avec, pourquoi pas, un masque de cheval. C'est une méta. Donc évidemment, là, tout de suite, c'est un peu plus sexualisé, surtout quand il y a des mouvements de va-et-vient avec le micro. Alors, je suppose qu'on ne peut pas montrer ces images d'Amourante qui pétait les plombs avec son masque de cheval. C'est non. Avec son masque de cheval sur son lit. Très bien. Donc ça, c'était complètement absurde. Ça, c'était les petites nouveautés qui étaient apparues sur Twitch. Et on a eu également pas mal de drama sur la plateforme. On a eu une belle vague de bans sur des gros comptes pour des raisons plus ou moins valables. Panta, t'as fait le tour des dramas de ces derniers jours. Du Nipplegate au Frigotaga. Le Nipplegate, du Nipplegate au Frigotaga, bien sûr, tout a commencé avec le Nipplegate, bien sûr, Ponce, que vous connaissez bien, la communauté des fleurs, l'amour infini, s'est fait bannir pendant quelques... 24 heures, je crois. Comment? 24 heures. Pendant 24 heures, tout à fait. C'était vendredi dernier, je crois. Ouais. Absolument, parce qu'il avait présenté pendant 0,2 secondes un téton qui était apparu sur une bande-annonce d'un film des années 70. Donc voilà, Twitch sévit. Ah, mais pas le sien. Non, pas le sien, c'est même pas pour le sien en plus, parce que oui, tu n'as pas le droit de montrer des tétons sur Twitch, si parmi des tétons de cinéma, les tétons de cinéma également. Les tétons de cinéma non plus. Donc, et imaginez, parce qu'il y a des tas de jeux où il y a des tétons, vous jouez à The Witcher 3, il y a des tétons partout, quoi. Donc il suffit que quelqu'un vous reporte pendant que vous jouez et que vous streamez The Witcher 3 pour techniquement avoir un ban de 24 heures. Donc ça ne se fait pas automatiquement. Non, ça se fait, c'est comme les impôts. C'est c'est les dénonciations. Ouais. C'est de la dénonciation, bien sûr. Formidable période que l'on revit du coup sur Twitch, pardon. Et c'est pas le seul ban qui a eu lieu cette dernière semaine. Donc ça, c'est Ponce. Ponce, il a été déban au bout de 24 heures. Voilà, ça a perturbé un peu son planning de stream, mais vous en parliez tout à l'heure, Amourante et Indie Fox se sont également fait ban. Pourquoi? Parce que, tout simplement, elles faisaient du léchage de micro en tenue suggestive, avec des mouvements assez suggestifs là encore, et Indie Fox, de son côté, a été screen capé et balancé sur Twitter en long, en large, en travers. Pourquoi? Enlevez ce qu'il y a dans la caméra. Voilà, enlevez ce qu'il y a dans la caméra, parce qu'elle se mettait le micro dans l'océan. Et avait également, oui bien sûr, et avait également. Regardez le son allumé. Et avait également comme sub goal un P. Voilà.
Je le dis de la manière la plus neutre possible. Écoutez, vous en faites ce que vous voulez. Donc Twitch a dit quand même, ça dépasse les bornes des limites tout ça. Hein. Donc bim, un ban pour les deux. Bah si, c'est possible. Mais c'est hyper avec gênant. La carte kiwi. Pardon. C'est hyper gênant, tu l'as dit, c'est hyper gênant. Oui, c'est la méta 2021 de Twitch. Donc voilà, les deux Mais elles ont gagné vraiment beaucoup d'argent en pétant dans un micro. Bah oui. Mais il y a des gens qui achètent. Il y a des gens sur ce plateau, ça c'est sûr. Il y a des gens qui achètent. Oui, ça gagne vraiment beaucoup. Donc du coup, elles ont pris toutes les deux un ban pour 3 jours, je crois, pour le week-end en gros. Alors attends, il y en a une qui était un peu suggestive et l'autre qui a pété. Ouais. non mais j'essaie de comprendre. C'est le même bise les deux vraiment. Bon c'est en gros tu te mets en soutien-gorge, petite tenue. Ah d'accord, elle a pas pété habillée. Non. D'accord. Enfin, quoique, je suis pas allé fouiller jusque-là dans la méta de Twitch. Mais oui, tu tombes sur des streams où elles sont en petite tenue. À un moment, elles se lèvent du jacuzzi, elles font un petit tour, et tout le chat est là, oh mon Dieu, waouh, c'est fou, on a vu un bout de fesse. Incroyable. Donc Twitch en 2021. Et donc, elles ont pris un ban. Et le truc assez comique, c'est du coup l'enchaînement que je vous présentais là en A7, c'est que lorsqu'elles ont été débannes, l'instant d'après, en fait, Gotaga s'est fait bannir parce que il avait visible. Alors c'est toujours très obscur les raisons des bans et généralement ça se suit via ce compte-là, la Streamban, qui. C'est tellement un compte de drama, ça vraiment. Mais c'est ça. Alors vraiment, ça me rappelle le Twitter du début où t'avais vraiment ce genre de bot pour faire genre de il s'est fait niquer et que tout le monde commente comme du vieil pipolade. Exactement. Mais c'est le voici du Twitch. Mais c'est le voici du Twitch. Et en fait, du coup, ce compte, il dit juste qui est banni et qui est débanni. C'est de la DMCA pour Gotha. À première vue, oui, c'est DMCA sur une vieille vidéo pour Gotaga. Et donc, il y a un hashtag qui a été lancé, Free Gotaga. Et en seulement 9 heures, il a été débanni. Donc, c'est vraiment, c'est le Far West, quoi, Twitch. C'est-à-dire que tu peux te faire bannir pour tout, pour toutes les raisons possibles du monde, quoi. Enfin, c'est vraiment un panel énorme de raisons sur lesquelles tous, autant qu'on est, on victime, on peut être victime de ban parce que il suffit que, je sais pas, t'aies un pré-roll vidéo qui, je sais pas, avec une petite musique, tu vois, avec une petite musique, bim, ça arrive dans tes VOD et un an plus tard, tu te prends un ban de 24 heures et c'est le jour où t'avais, je sais pas, un événement super important que tu devais streamer sur ta chaîne et tu peux pas le faire. Donc c'est vraiment devenu le Far West. Et moi, je regrette un petit peu ces décisions. La petite tournure de Twitch. On vous a posé la question aujourd'hui sur Twitter, le plus gros drama Twitch de la semaine. Est-ce que c'est le hashtag FreeGotaga ? Vous avez été nombreux à nous écrire dans le chat hier du journal. C'est pour ça qu'on a décidé de faire ce sujet aujourd'hui. À 44%, évidemment, le ban de Ponce à 10%, le ban d'Amourante à 8%, le nouveau logo de JV à 37%. Et ouais, comme quoi, FreeGotaga, c'était un plus gros drama que de changer le logo de JV. Absolument. Alvin, toi, qu'est-ce que t'en penses de tout ça ? Est-ce que tu aimes la direction qui est en train de prendre Twitch, vu tout ce qu'on a entendu ? On adore. C'est horrible. Petit drama soft porn et privilège. Vraiment, quel bonheur d'être sur Twitch en 2021. Non, ce qui est drôle sur le FreeGotaga, c'est qu'on voit. Alors déjà, quand tu l'as dit, j'ai entendu vraiment FreeGotaga, genre le frigo, un réfrigérateur. Ouais. Voilà, j'ai plus entendu que ça. Petite idée pour lui après la Xbox Series X en frigo. Il y a clairement une petite OPSP avec brand Samsung, un truc à faire. Pour autant, ce qu'on voit sur le déban de 9h, c'est à la fois on voit comme les bans sont arbitraires, tout comme les débans sont finalement assez arbitraires. Et les deux sont assez choquants. À l'américaine, on va te bannir et on n'a pas légalement précisé pourquoi, donc on ne te précise pas pourquoi. Les façons de faire appel sont très compliquées. Alors quand tu as de la chance que tu es un influenceur qui a, par le bruit du hashtag, suffisamment de contacts qui vont faire remonter que finalement une vraie personne de chez Twitch US va s'en rendre compte, ou que quelqu'un chez Twitch FR va avoir assez pitié pour décrocher son téléphone et appeler aux US, il va pouvoir te sortir de la sauce. Sinon, des fois, ton compte peut disparaître et tu peux ne jamais savoir pourquoi, jamais savoir ce que tu as fait de mal et te retrouver un peu bloqué. Et on est toujours dans cet entre-deux, et c'est toujours les problèmes de modération sur Internet on ne sait pas, on n'a toujours pas de bonne réponse. Quand tu disais ça, je vois Gotaga banni 9h, mais ça m'a rappelé des fois où des influenceurs ont appelé au forum de jeuxvideo.com pour leur dire « Ah, il y a tel topic sur moi, machin ».
Et c'est toujours compliqué, parce que là aussi, il n'y a pas de bonne réponse à apporter à ça. Donc je pense qu'on n'est pas prêt d'avoir fini d'avoir des chroniques drama sur le journal. On vous invite bien évidemment à aller voir notamment le thread de Mister MV sur Twitter qui résume un petit peu cette histoire de Frigotaga et notamment sur les problèmes associés au DMCA qui commencent à agacer un petit peu les streamers sur la plateforme. Voilà, si vous voulez en savoir plus, il y a Zerator d'ailleurs qui répondait également, donc merci à vous de nous éclairer sur ce sujet. Dans quelques instants, vous voyez comme je ne vous ai pas relancé, vous savez pourquoi ? Parce que dans quelques instants, il y a Xable qui vient en plateau. Et à chaque fois qu'Xable il arrive, on a débordé sur son sujet, dégueulé, on a débordé sur son sujet d'au moins 4 minutes et il doit speedrunner sa chronique. Et ça, c'est pas sympa parce que Xable, il est très sympa. Bon, il vient nous parler de Monster Hunter Stories 2, mais juste avant, juste avant, c'est Farming Simulator qui a sorti un tout nouveau trailer. Et on sent que la Zilan est passée par là parce que ça en jette. A wise man once said, to forget how to dig the soil, tend the earth, is to forget ourselves. Well, maybe some have, but a few of us still know. You gotta be willing to put in the time, make the sacrifices, and the hard choices. The job's got its perks, don't get me wrong. The sweet smell of the morning dew, the way the warm sun and the cool breeze can dance across your skin. But don't think it's a game. The farm's got a way of sorting the wheat from the chaff. Just remember to keep your wits about you. You fall, you get back up again. Because this is more than just a job. It's a calling. Who else would choose to wake up early in the morning, tear up their hands working in the fields all day, and then spend the evening planning how they're going to do it all over again, better, tomorrow? Day after day. Season after season. Year after year. That's a calling that's never ending. It stretches far forward and back from us as long as farmers have been tending this earth. And farmers will be around as long as such a thing exists. Tomorrow is secured by those willing to dirty their hands today. So when you feel alone out there in the field, just remember you're not. Think about all those that have come before you. And all those that'll follow. Plant today. Harvest tomorrow. Xable, pour la première fois depuis sa venue dans le journal en 2021, va avoir 10 minutes de chronique. Mais si, tout arrive. Comment ça va, Xable ? Très bien, je suis ravi de venir ici parler d'un jeu que j'aime. Oh, incroyable. Enfin, pour la première fois, il ne vient pas pour un jeu pourri. Alors je dis surtout ça parce qu'à chaque fois je dis oui pour un jeu cette fois-ci bien. Bon, cette fois-ci au moins c'est plus posé, voilà. T'étais venu nous présenter quoi déjà ? C'était toi Mythopia 2 ? Non, c'était Indie. Non, ça c'était Indie. Je sais plus pourquoi t'étais venu. Pourquoi t'étais J'étais venu pour VSent pour 12 minutes. Oh bah tu viens que pour des jeux cool de Oui. C'est Indie qui vient pour les jeux. C'est Mythopia et c'était Sable l'autre fois, au Tunique, oui voilà. Ah, c'est ça. C'est dommage. Donc là cette fois-ci Monster Hunter Stories 2 et je laisse la main à Panta. Yes, merci Salomé. Alors mon cher en duplex de la droite du plateau. Ça c'est l'intro. Alors mon cher Cross Sable ou X Sable ou Dix Meyer comme on l'appelle désormais. Dix Meyer. C'est bon, c'est mon nouveau surnom, cherchez pas. À la rédaction. Déjà, première question. Monster Hunter Stories 2,
Est-ce qu'il faut avoir fait le 1 pour apprécier ou est-ce qu'il faut connaître Monster Hunter pour rentrer dans le jeu? Alors justement, non, il n'y a pas besoin de connaître Monster Hunter parce que c'est pensé comme une version accessible à une porte d'entrée pour un public qui ne connaîtrait pas Monster Hunter, d'apprivoiser les créatures, le système. Enfin, Monster Hunter, c'est connu pour un gameplay assez lourd. Là, justement, c'est un RPG au tour par tour, donc c'est plus facile d'accès. C'est pensé pour un public pour jeunes. Donc non, il n'y a pas besoin d'avoir fait d'autres Monster Hunter avant, c'est le but même. Mais pour ceux qui ont fait le premier Monster Hunter Stories, qui était sur 3DS et sur mobile, il y a beaucoup de références. Moi, j'ai pas fait le premier, je l'assume complètement. Mais ils font beaucoup de références. On voit qu'il y a des personnages qui étaient déjà là avant, etc. Donc, je pense que en fait, c'est un très beau cadeau aussi à ceux qui ont aimé le premier. D'accord. Ça parle de quoi globalement? Ça parle tout simplement un récit assez classique pour l'instant. En gros, ça parle d'un jeune personnage qui en fait est le petit-fils du héros d'un village. Et un jour, son grand-père disparaît et il va devoir partir à l'aventure pour des phénomènes un peu étranges qu'il se passe avec le monstre. Là, on le voit un peu aussi dans le trailer. Donc, c'est une histoire assez classique. J'ai fait une preview de 8 heures sur le jeu et pour l'instant c'était évidemment assez classique. C'est le héros qui part à l'aventure. La Loli. Voilà. Et voilà. La Loli de 1200 ans. La Loli en fait, 1700 ans. Est un dragon. Le monstre. Et globalement, comment ça se présente quoi? Parce que tu as fait 8 heures de jeu, tu as joué à quoi? Tu as eu de l'exploration, des combats, du craft, du housing, comment ça se passe? J'ai eu tout ça sauf le housing qui n'est pas dans le jeu, mais oui, clairement, c'est un jeu de rôle classique où évidemment il y a un village et après on part à l'aventure dans des plaines, affronter des créatures qu'on va croiser en chemin, etc. Et aussi il y a une dimension un peu Pokémon. Alors c'est vrai que c'est un peu le plot twist de la chose, c'est que dans Monster Hunter on est habitué à tabasser les monstres et à les battre et à récupérer leur peau pour faire des armures. Évidemment. Là c'est pareil, mais on combat avec des créatures. Donc il y a un côté un peu être proche de sa créature, en prendre soin, etc., etc. Et en fait pour ça, alors dans Pokémon il y a les Pokéballs que tu lances pour capturer évidemment, mais ici en fait c'est les Monster Balls. En fait c'est encore pire que ça, c'est que tu vas t'infiltrer dans une tanière, tu vas jusqu'au nid, tu chopes l'œuf, tu te barres. C'est horrible. C'est horrible et tu le fais éclore et le bébé qui a une taille adulte dès le début, parce que pourquoi pas, tu peux le mettre dans son équipe directement. C'est-à-dire que la première chose qu'il voit c'est toi, il te prend pour sa mère et tu vas le faire combattre. Je trouve que c'est encore pire que Pokémon. Moi je trouve ça c'est vraiment très bien. Moralement est-ce que tu as une quelconque zone, on va dire, d'apprentissage, est-ce que tu as une relation véritable avec les monstres et combien il y en a? Alors combien il y en a, je n'ai pas encore vu beaucoup pour l'instant, donc voilà, j'en ai vu une vingtaine, mais j'ai fait 8 heures de jeu, donc c'est vraiment que le départ, parce que évidemment le jeu, vu que c'est un RPG, ça va être très long. En fait t'as vraiment la zone de départ, t'as le village du héros et après il va aller, ça sert un peu de zone tuto où tu vas aller un peu explorer aux quatre coins de la map. Et là tu vois, tu te barres avec l'œuf. D'accord. Voilà, exactement. C'est une animation. Voilà. Qu'est-ce que t'as dit, TPK? C'est Jurassic Park 2. Quand ils vont voler. Et là, tu t'es barré, tu as l'œuf, et maintenant tu n'as plus qu'à rentrer au village, tu vas à l'écurie, tu le fais éclore, et voilà. D'accord, ok, très bien. Ça se joue que en solo ou tu peux y jouer en multi? Ça se joue en multi, mais dans le sens où c'est comme Pokémon, faire des combats contre d'autres joueurs. Donc il n'y a pas une aventure multijoueur, contrairement à Monster Hunter plus classique. Là, c'est plutôt des combats, c'est vraiment des phases particulières. La petite rail qui est proposée dans le chat, pour toi, le jour où tu rédigeras le test. Orion, c'est complètement noté comme titre. Ça, c'est pas mal du tout. Il y a complètement des temps de chargement par contre de ce qu'on a vu. Il y a quoi? Alors le petit problème de ma preview, c'est qu'il y a un problème au niveau de la technique. Donc oui, il y a beaucoup de temps de chargement. Là, on l'a peut-être pas vu, mais on voit beaucoup que les herbes apparaissent vraiment à vue d'œil. En fait, plus tu avances, plus tu vois au fur et à mesure qu'il y a beaucoup d'herbes qui apparaissent. Et moi, j'ai remarqué que ça ramait beaucoup. Pas tout le temps. Ça, il faut être précis. Il faut quand même prendre des pincettes. Mais genre, dans le village du deuxième chapitre, la console a quand même du mal. On sent que le framerate a du mal. Mais c'est pas tout le temps. Le jeu ne rame pas en permanence. Là, on voit quand c'est plus étroit. Bon, là, c'est parfaitement fluide. Ouais, c'est nickel. Mais c'est qu'il y a des phases où le jeu a un peu plus de mal. Donc c'est un peu dommage. On est sur Switch. Hein. Alors, ils sont aussi sur PC. Donc là, à mon avis, tous les problèmes seront effacés sur PC. C'est évidemment le hardware de la Switch. Okay. Et je tiens à dire que les phases où ça rame, c'est aussi bien en docké qu'en portable. Ah ouais. Voilà, ça, c'est vrai. Côté narration, ça a l'air quand même assez sympa avec de belles cinématiques. Est-ce qu'elles sont doublées? Est-ce que tu as des dialogues uniquement écrits ou est-ce que tu as des voix aussi? Oui, tu as des voix. Tu as un doublage anglais et japonais. Et comme d'habitude, on va jouer un héros complètement multi qui va pas dire un seul mot pour améliorer la. Évidemment, c'est la rumeur. Hein. Voilà, c'est ça. Il paraît que ça améliore l'immersion, donc paraît-il. On nous demande si on peut voir le système de combat dans les messages du chat, si on a, s'il vous plaît, l'asset de manière à voir un petit peu à quoi ça ressemble en action. Alors, comment ça se passe du coup, comment les combats? ça se déroule? Donc c'est des combats au tour par tour où en fait on ne contrôle que son personnage. Ça c'est assez important, c'est qu'en fait on va choisir que l'attaque de son perso et à côté si son monstre va agir tout seul et si on a un allié qui est avec nous avec son monstre, eux aussi ils font leur V de leur côté. Tu peux juste donner quelques ordres à ton monstre, genre utiliser une compétence, etc. Donc c'est
assez simple en apparence, mais en fait, tu as beaucoup d'options pour ton personnage. C'est-à-dire qu'il peut attaquer de différents éléments. Tu peux modifier ton arme à la volée. Et en plus, tu as une jauge à faire monter, et quand elle est au max, tu peux monter sur le monstre, et là, c'est attaque ultime. D'accord. Et là où le jeu est vraiment assez balèze, c'est que... Ça, c'est pas les combats qu'on est en train de voir. Non, ça, c'est pas du tout les combats. Est-ce qu'on peut voir les combats, s'il vous plaît ? Et voilà, ça c'est les combats. Donc en fait là évidemment j'ai pris des vidéos, ça c'est pas mes captures, hein, c'est des captures du Treehouse de Nintendo durant l'E3. Et là en fait, là c'est vraiment. Et en fait on voit que, on va voir dans le monde des combats, c'est que les animations sont très dynamiques, c'est que ça va du tour par tour, etc. Une fois qu'on lance les actions, ça a une grosse patate. Et Poké. Bim. Et dès le début, tu as vraiment des animations qui en mettent plein la vue. Ça, c'est vraiment un gros point que le jeu a fait plutôt bien pour captiver, à mon avis, un public plus jeune. Hein, c'est que ça bouge vraiment pas mal. Ouais. Oui, ça bouge plus que dans Pokémon. Ouais. Oui, ça c'est sûr. D'accord. T'as croisé plusieurs types de monstres, j'imagine. Est-ce que c'est le bestiaire habituel des Monster Hunter Est-ce qu'il y en a autant que dans un World, ou alors est-ce qu'il y en a aussi peu que dans le dernier qui est sorti sur Switch, que dans Rise. Pour le coup, je trouve qu'il y a plutôt pas mal. J'en ai vu vraiment 8 heures de jeu, c'est vraiment assez court pour un RPG aussi fat. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monstres, surtout les iconiques, on a beaucoup vu dans les trailers aussi. Il y a le Ratalos, il y a le Zinog, il y a vraiment des créatures que les gens aiment, donc ça va beaucoup aider. Je pense. J'ai une ou deux questions de la part du chat. Les combats sont répétitifs ou non, nous demande-t-on ? Pour un RPG, c'est difficile. Hein, oui, c'est ça. Après, le truc, c'est que chaque monstre doit être abordé différemment. C'est que chaque monstre va être une attaque, genre plutôt force, vitesse ou technique, et il va falloir contrer ça à chaque fois. Et en plus, il faut viser les parties de son corps pour le mettre à terre le plus rapidement possible, comme dans Monster Hunter classique, c'est que tu vas frapper une zone en particulier, genre le Narkakuga, il est sensible à la tête, là c'est pareil, si tu vises en particulier la tête, tu vas le mettre à terre, et il sera plus facile à tuer ensuite. D'accord. Une autre question également, est-ce que les phases de gameplay hors combat sont intéressantes ? C'est de la balade en fait, c'est que tu te balades d'un point à l'autre et tu peux, comme dans un Monster Hunter, récupérer tout ce qui passe à droite à gauche, le miel, les plantes, les champignons, etc. Mais sinon en fait, vu que tu as dos de monstres, tu peux monter sur leur dos. Certains ont des compétences particulières, par exemple le Vélocidrome, il peut sauter, donc d'une plateforme à l'autre tu peux avoir accès à des phases plus ou moins importantes. Et le Pukai par exemple, il a un cri qui lui permet de chasser les créatures qui sont autour de lui, donc ils ont chacun un peu des pouvoirs, donc ça m'appelle un peu comme Pokémon Let's Go, tu peux monter sur le dos des Pokémon, et là en plus tu as une interaction à faire avec, donc c'est plutôt chouette. On nous demande si à Mila Jovovich, la réponse est évidemment non. On nous demande quelle est la durée de vie du jeu. Je suppose que tu n'as pas vraiment la réponse, une estimation. Non, ça dépendra. Alors là on voit vraiment l'arbre qui apparaît sous les yeux, voilà. Est-ce qu'il faut avoir fait le 2 pour apprécier le 1 ? C'est une question à laquelle tu as déjà plus ou moins répondu. Moi j'ai pas fait le 1, donc j'ai apprécié, donc ça va. Faire le 1 pour apprécier le 2, je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Ouais, c'est ça, c'est inversé. Mais on peut avoir fait le 2 pour apprécier le 1 aussi. J'ai vraiment l'habitude que la question soit posée à l'inverse. Question bête, mais si Monster Hunter peut faire ce genre d'animation, qu'attend Pokémon ? Ça, c'est pas une question. Mais ça valait le coup d'être souligné. Et comment ça se passe pour le craft, sans rentrer trop dans les détails ? Comme dans Monster Hunter, quand tu tues un monstre, tu récupères des parties, genre des écailles, etc. Et après, tu vas au village où il y a un forgeron, où tu peux forger tout simplement les épées, les équipements et les améliorer. C'est vraiment comme du Monster Hunter classique, donc ça aide beaucoup pour... c'est peut-être une bonne introduction pour après se lancer dans un vrai Monster Hunter en fait. On nous demande... Ouais, elle est très bien. Quelle est la durée de vie de Mila Jovovich ? C'est Link enfant aussi, c'est un gamin. Mila Jovovich. C'est un smasher. Au niveau technique, en gros, on nous demande beaucoup dans le chat si tu penses que c'est un petit peu limité, si tu devais dégager les points forts et points faibles de ce jeu et nous redire quand est-ce que c'est prévu et sur quelle plateforme. Alors là, de ce que j'ai vu de la preview, je trouvais que c'était très joli, c'était coloré, ça va être pas mal. La direction artistique of hunting, c'est sympa. Le système de combat est assez riche. Le défaut, c'est que techniquement, il y a des phases où ça a plus de mal que d'autres, ce qui est un peu dommage. Et oui, je suis d'accord avec Calvin, les temps de chargement aussi. Et ça sort sur PC et Switch sur le 9 juillet. Donc c'est pour ça tout sort bientôt. Sur PC et Switch le 9 juillet. Merci beaucoup Xsable qui est venu nous présenter en intégralité sa chronique sur Monster Hunter. Bravo. C'était ma première. C'était ta première en entier et tu t'en es sorti brillamment. Il est 14h, on retrouve Suri, c'est l'heure du dernier Flash News. Et on commence avec Overwatch, qui déploie une fonctionnalité attendue.
5 ans après la sortie d'Overwatch, le crossplay vient d'être déployé par Blizzard sur les serveurs live. Le crossplay va permettre aux joueurs de faire équipe pour jouer à Overwatch ensemble, quelle que soit leur plateforme, Xbox, PlayStation, Switch ou PC. Pour ce faire, tous les joueurs sur console devront créer un compte Battle.net et l'associer au compte de leur console. A noter que ce crossplay ne concerne pas le mode compétitif par souci d'équilibrage. Les Lego Mario et Luigi se mettent à jour. Lego se prépare à déployer sa nouvelle figurine Luigi pour accompagner son frère moustachu. Et il semblerait que de nombreuses interactions soient prévues entre eux. Avec les deux figurines, il sera possible de jouer en coopération ou alors en compétition dans des environnements comme le Luigi Star Course, pack à venir au 1er août, ou encore le bateau volant de Bowser, également à venir. Plusieurs environnements reprenant d'autres personnages de la série sont d'ores et déjà disponibles. Le PDG d'Activision Blizzard se porte très bien. Le PDG d'Activision Blizzard, Bobby Kotick, vient de voir son package de 155 millions de dollars accepté par les actionnaires du groupe. Cette décision fait suite aux pressions de CTW, une société d'investissement américaine qui surveille les dérives autour des salaires de membres de direction et des décisions non éthiques. Déplacée à cette semaine, la réunion des actionnaires a validé l'opération avec 54% des voix pour. Toutefois, celle-ci restait à titre de conseil et même en perdant, Bobby Kotick aurait pu recevoir le fameux package. Et puis si vous venez d'arriver, vous l'avez certainement marqué, jeuxvideo.com a changé de nom et d'identité. Jeuxvideo.com devient officiellement JV à compter du 23 juin 2021. Cette évolution du nom n'affecte en rien la présence des équipes sur les différents réseaux ni l'adresse web du site qui reste bien entendu jeuxvideo.com. Ce changement de nom s'accompagne d'une première refonte visuelle et d'un nouveau logo. La ligne éditoriale du site reste la même, à savoir le traitement de l'actualité du jeu vidéo et la culture moderne qui gravite autour, manga, cinéma, SVOD, animé et autres. Les fans de Smash au chevet de Katsuya Mishima. On termine sur une petite note d'humour avec l'utilisateur de Reddit Angel Demon 24 qui a dévoilé un écran de victoire pour Kazuya Mishima dans Smash Bros Ultimate. Bon, il indiquait que cet écran n'était pas implémenté, ce serait la révolte, mais bon, c'était plus ironique qu'autre chose, bien entendu. Le personnage de Tekken est prévu pour arriver dans le jeu à une date encore non annoncée, mais il risque de se présenter fin juin lors d'un live dédié pour présenter ses capacités. Et on termine avec un petit erratum pour le xCloud. Ah oui, petit erratum de ma part sur la news Xbox concernant le xCloud, c'est my bad. Lui qui parle. Auparavant, quand vous utilisiez le xCloud, vous aviez accès aux versions Xbox One S des jeux et tout ce que cela implique en matière de performance et de graphisme. Après des tests en interne, il semblerait que Microsoft déploie les versions Xbox Series X via un upgrade hardware, d'après de nombreux joueurs via le forum Reset Era. Donc maintenant, quand vous utiliserez le xCloud, vous serez susceptible de voir un boost de performance qui correspond aux versions Xbox Series X des jeux, d'après les infos disponibles. Rainbow Six Siege, Outriders ou encore Sea of Thieves font déjà l'objet d'un framerate boosté à 120 FPS et davantage d'options graphiques. Désolé pour cette petite erreur de ma part et merci au Pantou pour me l'avoir signalé. Merci beaucoup Suri, le boss, de faire ce petit erratum et désolé pour ce Jean-Michel Fonvert derrière toi. Il est 14h, Aymeric nous a rejoint en plateau. Vos questions, c'est tout de suite. Alors vous le savez, comme c'est la fin de l'année et qu'on n'a pas tout de suite envie de faire dégoûter des jeux de cartes, on a décidé d'inaugurer... Ok, on n'a qu'à jouer au Rami. Il est prendre l'avance sur le programme. Il est chaud le boss, ça va. Ou un goûter, j'ai des crêpes. Oui, on a décidé d'inaugurer le Just Chatting en fin de journal. Le Just Chatting, c'est quoi ? Toutes les questions que vous vous posez sur jeuxvideo.com, on y répond. En tout cas, on prend quelqu'un qui est bien placé pour y répondre mieux que nous, en tout cas. Hier, Anna Gound était avec nous pour répondre à toutes les questions sur toutes les questions éditoriales que vous vous posiez. Combien donne Sony pour qu'on parle de leur jeu ? Combien donne Microsoft pour qu'on parle de leur jeu ? Est-ce que vous êtes payé pour donner ses notes ? Voilà, il a répondu à peu près tout hier. Et aujourd'hui, c'est Aymeric Lallet qui est avec nous. Comment ça va ? Ça va très bien. T'as un beau masque. Il te plaît ? Il est beau, hein, il est de circonstance, c'est vrai. Il y a un t-shirt vintage. Toujours ce t-shirt de daron. Ouais, c'est vrai, le t-shirt. Rassurez-vous, je l'ai lavé depuis le 3. Le t-shirt de l'E3. Alors déjà, la nouvelle, la refonte de jeuxvideo.com. T'es content ? Ça s'est bien passé ce matin ? Oui, tout à fait. Après, il y a plein d'autres choses qui vont arriver aussi. C'est qu'une première étape. Mais oui, ça s'est plutôt bien passé. On a quelques petits bugs techniques à droite à gauche, mais on essaye de contenir ça tranquillement. Et oui, moi, je suis assez satisfait de ce changement. Dans quelques instants, on lira quelques-uns de vos commentaires qui sont eux aussi satisfaits de ce changement. En tout cas, on a gardé des petits... On s'y attendait un peu, il n'y a pas vraiment de surprise. Donc on ne peut pas plaire à tout le monde. Évidemment. Les gens n'aiment pas le changement ? C'est surprenant.
Écoute, c'était l'objet du sondage de Ken hier. Si vous avez des questions aujourd'hui pour Aymeric concernant les jeux, les tests de jeux, vous pouvez les poser d'ores et déjà dans le chat. Je vais les compiler et les lui poser. Mais déjà, j'avais une question pour toi. Je me demande si vous avez une question également pour Aymeric. Comment ça se passe pour attribuer les tests de jeu? Est-ce qu'il y a un ordre de préférence? Est-ce que vous êtes classé du plus sympa au moins sympa? Qui se fade les tests de jeu pourris? Qui se prend les tests de jeu hyper attendus? Comment ça se passe à la rédac? Alors, il n'y a pas de... C'est totalement totalitaire, c'est moi qui choisis. Donc voilà, on va pas se prendre la tête. Non, le but c'est de trouver quelqu'un déjà qui est affinitaire avec le genre. Ça me paraît essentiel. Après, non, si vraiment on parle de priorité, non, il y a pas de priorité. Je vais préférer sur des jeux très très pointus un journaliste qui est pointu sur le sujet. C'est aussi simple que ça. Après, il se trouve que parfois effectivement, on n'a pas assez. Il y a déjà le journaliste est déjà occupé sur autre chose, donc on va trouver celui qui est un petit peu moins spécialisé, mais qui est aussi spécialisé. Le but, c'est de trouver un gars qui aime déjà le style. Ça me paraît pour moi essentiel. Donc voilà. Après, non, il n'y a pas de passe-droit. Il y a des gens qui demandent, mais au final, c'est moi qui tranche. Donc voilà. Donc c'est moi qui choisis. Et dans la rédaction, il y a des gens qui sont plutôt spécialisés sur tel type de jeu ou tel type de jeu. Généralement, on nous dit, il y a une question sur le chat, c'est faut-il avoir fait le 1 pour tester le 2? Attends, je te l'affiche. Oui, forcément. Faut-il avoir fait le 1 pour apprécier le 2? Un petit peu la même question du côté des tests. Est-ce que c'est quelqu'un qui a testé les précédents qui doit tester la suite? Ce serait plus logique, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais ce serait plus logique, ouais. Ok. On nous dit comment faites-vous pour modérer les notes abusives et le review bombing sur les jeux? Ah, comment est-ce que ça s'est modéré? Eh bien, écoute, je n'en ai pas la moindre idée. Non. Je ne sais pas. En fait, il doit parler des petites notes qui sont faites après les notes lecteurs. Je ne sais pas comment c'est géré ou pondéré ça. Il faudrait que je pose la question à la tech. Je ne sais pas. Je sais qu'à l'époque du Super Panda, il y a une règle que tout doit être argumenté. Après, effectivement, malheureusement, dès lors qu'il y a des phrases en français et que c'est argumenté, on ne peut pas aller vérifier le mec, donc on ne lui demande pas les tickets de caisse. Malheureusement. Ni vérifier son temps de jeu, quoi. Ouais, certains copie-collent le même avis, argumenté, mais mettent à chaque fois 1, parce que le 0, ça passe pas, et donc du coup ils mettent 1. Mais il me semble que c'est modéré. Il me semble qu'il y a une modération. Oui, bien sûr. Il me semble que c'est modéré et pondéré dans mon souvenir. On en a parlé ce matin. On aimerait bien vous faire d'ici la fin de la semaine un petit. Merci. On aimerait bien vous faire d'ici la fin de la semaine un petit just chatting avec les mecs responsables de la commu pour savoir comment ça se passe du côté de la modération. Est-ce qu'il n'y a qu'une seule personne qui teste, nous demande-t-on? Il n'y a pas d'avis contradictoire? Alors non. Ça se passe pas comme ça en fait. Alors déjà on a un souci, c'est qu'il faut récupérer la version, c'est le premier truc essentiel. Et si évidemment tu n'as qu'un code, on est parfois un petit peu embêté. Donc quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Néanmoins, moi je demande systématiquement à avoir un minimum de code, voire un peu plus, pour essayer de moi-même jouer au jeu, pour pouvoir me confronter mon avis à celui du testeur en fait. Ah oui. Voilà. Et si on peut le faire avec plusieurs personnes, on le fait. Il se trouve que, faut pas se mentir, au bout d'un moment, on va pas bloquer 3 personnes sur un test, ne serait-ce que juste pour avoir plusieurs avis en fait. Mais généralement, oui, moi je fais tout pour jouer au jeu un minimum en fait, voire à tous les jeux, ce qui me prend énormément de temps en fait, et confronter mon avis avec celui du testeur. Oui. Si moi je suis pas en accord avec l'avis du testeur, on va discuter, oui, c'est sûr. Comment est-ce que les tests de jeux se font? Est-ce que ça se fait dans une salle dédiée à jeuxvideo.com? Est-ce que les testeurs testent depuis leur domicile? On a une salle dédiée qui peut être utilisé à la demande du testeur s'il veut. Il peut le faire à son poste s'il veut. Le meilleur endroit, à mon sens, c'est l'endroit où lui est le plus à l'aise pour jouer. Donc j'aurais tendance à dire chez lui. Pour pas être perturbé, pas être dérangé, moi c'est ce que je fais pendant toute ma carrière. Et très franchement, pour que tu rentres dans un jeu, il faut être concentré dessus. Voilà, donc c'est aussi bête que ça. Donc plus le gars est au calme et a de la concentration et trouve un endroit qui lui convient, pour se concentrer. Moi, j'ai déjà des testeurs aussi qui marchent au plein milieu de la rédac, il y a un brouhaha pas possible, mais ils ont des casques anti-bruit et ils sont dedans. Donc c'est à la convenance de chacun. Mais je pense qu'il faut être bien concentré sur la chose, oui, très clairement. On a une autre question que j'affiche après un test. Est-ce que le reste de la rédaction a double test ou est-ce que le testeur peut directement mettre son test en ligne? C'est un peu ce que tu nous as dit. Moi, j'y passe. Après, si on a moyen que tout le monde se concerte, oui, bien sûr, on peut le faire. Enfin, je vois pas l'intérêt de concerter des gens qui n'ont pas joué à un jeu, si tu veux. Donc, il faut que les gens jouent au jeu. Et le souci, c'est qu'évidemment, on peut pas toujours se concerter à 18. Mais il nous est déjà arrivé d'avoir des discussions à 3 sur un jeu parce qu'on avait 3 versions et que les 3 personnes ont pris le temps. Le testeur, évidemment, le testeur
le testeur choisi évidemment, moi et puis une autre personne qui avait eu le temps de jouer. Oui, bien sûr. Je vois la réflexion arriver parce que je suis en communication directe avec le chat pour le cas de Cyberpunk. Oui. Les versions ne sont évidemment pas arrivées en même temps à la rédaction, c'est ça ? Il me semble pas, là, j'étais pas encore en poste à ce moment-là, je sais pas quel est le débit. Peut-être quoi, toi tu le sais exactement ? Ouais, non, Cyberpunk on l'a reçu. Je crois que c'est PC d'abord. Oui, 87 a fait la version PC, du coup son test se base sur la version PC, et ensuite nous avons reçu les versions console qui bien évidemment étaient bien moins sexy. Fini et sexy, très clairement. On a une autre question. Comment testez-vous les jeux multijoueurs alors que le jeu n'est pas sorti ? C'est une excellente question. Alors c'est ce qui est fait la plupart du temps en fait, c'est que d'abord si le multi n'est pas dispo en fait, on teste pas le multi. Ça me paraît assez logique en fait. Et du coup, il nous est déjà arrivé, je crois que ça arrivé plusieurs fois sur Call of Duty. Il me semble on a sorti d'abord le test de la campagne solo et après le test du multi où le test a été updaté. Alors ouais, on fait ça, mais généralement les choses sont assez bien faites et en fait dans l'événement ils nous font essayer le solo et le multi. Alors, tu parles dans le cas de Call of Duty qui est un cas particulier où on vous aménage des créneaux pour pouvoir jouer en multi. Exactement. Un truc qui se démocratise effectivement de plus en plus, c'est que les éditeurs ou les RP nous aménagent des séances en fait avec les développeurs pour pouvoir jouer en multi. Le fait, si c'est une bonne option, évidemment, le problème c'est que ça peut pas être des créneaux qui durent 8 heures quoi. Donc tu peux tester le multi pendant 2 heures ou 3 heures. La vraie question c'est est-ce que c'est suffisant ? Je ne pense pas que ce soit toujours le cas. Donc, à la rigueur, je préfère retarder un test et avoir toutes les options multi plutôt que d'être pile poil à l'heure. Une autre question. Perso, j'ai pas de problème pour retarder les tests. Je le dis, voilà. Comment font les testeurs justement pour s'immerger dans le jeu tout en restant attentifs aux points techniques du jeu à tester ? Ça, c'est vrai que c'est. Alors, c'est une bonne question et je pense que ça nous amène à un point qui est particulièrement intéressant, c'est quel type de test tu fais en fait. Moi, j'en ai fait vraiment beaucoup et il y a un moment où il faut savoir ce que tu testes. Est-ce que tu testes le plaisir que tu ressens sur un jeu, ou est-ce que tu te fais un test scolaire, j'ai presque envie de dire technique, où tu inclus la technique dedans, plus les gameplays, comment ça fonctionne, etc. ensemble, plus la réalisation, plus l'ADA, plus il y a plein de trucs. Et je pense que c'est une histoire de temps quelque part, c'est-à-dire que ce qu'il faudrait, c'est que le gars ait 3 semaines. L'idéal pour nous, c'est quand on reçoit une version 3 semaines avant, si tu veux. Le gars, il a vraiment le temps de le consommer comme n'importe qui le consommerait. Ouais. Alors que si tu reçois le test 2 jours avant, enfin la version 2 jours avant, c'est impossible de le tester dans des conditions correctes. Si tu tiens... Même pour un jeu qui dure 8 heures, pardon ? Oui, bien sûr. Ouais. Moi, je pense que oui, parce qu'il faut aussi un certain recul. Quand tu joues, que tu consommes un jeu, quand tu joues au jeu, tu as un avis. Quand tu viens de finir le jeu, tu as un avis. Et 3 jours plus tard, voire plus après, tu as encore un autre avis. Donc en vrai, il faudra avoir le plus de recul possible. Autre question également. J'essaie de suivre parce que vous êtes très nombreux à nous poser beaucoup de questions. Mais je suis là pour ça, allez-y, envoyez. Si vous jouez 50 heures pour un test, est-ce que vous êtes payé 50 heures ? Ça, les questions d'argent, ça revient souvent. Ah bah évidemment. Alors en fait, moi, dans ma carrière, il y a eu plusieurs choses différentes. Si on parle spécifiquement de JV, un interne va prendre le temps qu'il lui faut et il aura son salaire à la fin du mois, qu'il ait joué 150 heures ou qu'il ait joué 20 heures au jeu, ça change rien. Pour un externe, c'est différent. On a des tarifications à la journée, en fait, du temps que ça prend pour que le gars s'il prend une semaine, il prend une semaine, avec une tarification à la journée. Par contre, si je dois m'étendre un peu plus dans ma carrière, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'être aussi, on m'a proposé des forfaits par exemple. Ah oui. Quand je bossais dans la presse papier, c'était très clair, tu avais un nombre de signes, donc c'était au signe, donc dès que tu fais ça sur une touche, ça a une valeur, que ce soit un espace ou pas d'ailleurs, et à ce moment-là, c'est en fonction de la taille du test à l'écrit et non pas le temps que tu y as passé. À l'époque, c'était vrai que ça fonctionnait comme ça. Exactement. De toute façon, il y a une législation là-dessus, donc on peut pas. Voilà, avec l'internet, c'était encore autre chose. Et sont arrivés souvent les forfaits où là, on te propose un forfait, on te dit tel test c'est 30 balles. Moi, j'ai eu des tests à 30 balles, comme j'ai eu des tests à 50 balles, comme j'ai eu des tests à 250 balles, comme j'ai eu des tests à 400 ou 500 balles. Voilà. Une question un petit peu salée. Pourquoi pour vous un jeu moyen vaut 15 ? Vous essayez de copier l'éducation nationale ? C'est intéressant. Alors, dire qu'un jeu moyen vaut 15, je suis pas d'accord parce que généralement c'est plutôt bon ou très bon. Donc je suis absolument pas d'accord avec ça. Ce qui est vrai par contre, c'est que aujourd'hui on a beaucoup plus de bons jeux qu'avant en fait. C'est-à-dire que moi je me rappelle il y a 20 ans de ça, on avait peut-être un bon jeu par mois maximum. Aujourd'hui c'est absolument pas le cas en fait. Aujourd'hui tu as énormément de production, tu as beaucoup de jeux moyens ou pas bons, mais tu as beaucoup plus de jeux bons en fait. Donc dire qu'à 15 sur 20 on est sur un jeu moyen, c'est que tu n'as pas compris la notation à mon niveau. Pour moi, un jeu commence à être tout à fait correct, je crois que c'est 12 ou 13 il me semble, et à ce moment-là, je veux dire, à partir du moment où on monte, c'est que le jeu est de mieux en mieux. On sait que certains testeurs ont pu avoir des regrets quant à leurs notes sur certains jeux. Pourquoi ne pas la changer après publication du test ? Ah, c'est une bonne question. Bah oui, la vérité, c'est que
De toute façon, ça reste subjectif aussi. C'est aussi pour ça que quand j'ai l'option de pouvoir avoir plusieurs avis sur un test, je m'en sers et je confronte les avis. On est tous humains, il arrive, il y a des tests où on s'est planté, il n'y a pas de souci là-dessus, ça arrive en fait. Donc oui, est-ce qu'on devrait retester les jeux ? On pourrait, dans certains cas, retester les jeux et on y pense. On le fait, hein. Ouais, mais non, mais c'est pas arrivé très récemment dans mon souvenir, mais ça a déjà été fait dans certains cas. Et c'est une chose que moi, je ne m'interdis absolument pas de faire en fonction du moment, de l'actu, ou s'il y a des améliorations sur un jeu. C'est aussi une question qu'on se pose là-dessus. Lorsqu'un jeu sort, comme Cyberpunk, qui est dans un sale état sur PS4, et puis il sort un truc super dans 2 ans, ou dans 6 mois, ou dans on ne sait pas trop quand. 10 ans. Évidemment, ça vaudra le coup de le retester. Le truc, c'est que c'est des ressources à attribuer en plus sur un jeu qui a déjà été testé, et donc ça nous fait perdre du temps sur d'autres tests qui peuvent sortir. Et le rythme des tests c'est effréné. On se rend pas compte en fait, parce que quand on achète un jeu, on prend le temps de le consommer. Donc si vous voulez que ça dure 3 jours ou 3 heures, c'est possible. Si vous voulez que ça dure 3 mois, c'est aussi possible. Nous, on n'a pas ce luxe-là en fait. Là, à la louche, il y a combien de jeux qui sont testés en ce moment à la rédaction de jeuxvideo.com ? À la louche. 6-7 à peu près. Ah ouais ? 6-7, ouais. Ah ouais, d'accord. Une question concernant les notes. Pourquoi est-ce que vous continuez à mettre des notes ? Ah, c'est une très bonne question. La note de jeuxvideo.com a une vraie valeur en fait. Historique. Évidemment historique aussi. Ça permet d'avoir un repère rapide sur la valeur d'un jeu. Et pour moi, c'est ça l'essentiel. Jeuxvideo.com, c'est un site qui parle à tout le monde, que ce soit les experts ou le grand public classique. Et il faut qu'il y ait un repère rapide. Donc pour moi, c'est logique qu'il y ait encore cette note. Je peux comprendre le débat sur est-ce que ça vaut encore le coup, est-ce que c'est pas d'un autre temps. Je peux l'entendre et on pourrait peut-être faire une émission dessus. Ça vaut le coup d'en discuter, sûrement avec les communautés. Mais pour moi, cette note a une vraie valeur. Et elle a, au-delà de la valeur qu'elle a sur le lectorat, elle a une valeur sur le marché. Et quand je dis marché, ça veut dire qu'une note de jeuxvideo.com est capable d'impacter des ventes ou des achats de grossistes pour la distribution des jeux dans les magasins. Donc cette note a une valeur énorme en fait. Et c'est la chose, à mon sens aujourd'hui sur jeuxvideo.com, c'est la chose la plus importante de jeuxvideo.com cette note. Et perso, moi quand je cherche à me renseigner sur un jeu, j'ai pas envie ou pas le temps de lire tout un test pour me faire une idée. J'ai envie d'avoir des infos rapides, j'ai envie d'avoir les plus, les moins, une conclue et une note pour savoir comment je filtre mes jeux en fait. Si j'ai envie de faire un excellent jeu, un jeu exceptionnel, je vais pas prendre un jeu qui a eu 12, tu vois. J'ai envie de filtrer les 19, 20, 18. Donc oui, ça a quand même une importance pour faciliter. Évidemment, ça a aussi une incidence. Ça m'amène à autre chose auquel j'avais pensé en réfléchissant à mon passage. C'est aussi de dire que ce qui est important dans un test, c'est pas forcément qu'on vous dise que sur le bouton X on saute et sur le bouton rond on tape. Ce qui est important, c'est d'arriver à synthétiser un grand nombre d'informations pour que ce soit compréhensible le plus rapidement possible. On est dans un monde où les gens n'ont pas spécialement envie de lire des pamphlets énormes. Mais il y a des gens qui aiment lire aussi des pamphlets énormes et qui peut-être seront intéressés parce qu'on leur a donné une porte d'entrée dans un test. Alors on va leur expliquer en haut qu'est-ce que c'est que le style de jeu, à quoi ça correspond. On va leur donner les armes pour pouvoir décrypter le contenu qui est spécialisé en dessous. Et c'est aussi comme ça qu'on construit un test. Mais la question se pose souvent de se dire est-ce que ça vaut pas le coup d'aller plus rapidement à l'essentiel. Moi je pense que le bon testeur, c'est le testeur qui a fait tout le jeu, qui connaît... Il nous fait vraiment le bon chasseur et le mauvais chasseur. Mais il y a de ça, attends, je veux dire, j'ai 20 ans de carrière, j'en ai vu des bons et des mauvais. Hein, donc vraiment. Donc du coup, si tu veux, il faut que le mec, il ait la totalité de ce qui est proposé dans le jeu. Il faut qu'il soit capable de la synthétiser le mieux possible pour que tout le monde puisse le comprendre, mais il faut aussi qu'il puisse parler aux gens qui ont envie d'avoir un avis d'expert sur le sujet. Et pour que cet avis d'expert il soit aussi accessible à ceux qui ne sont pas des experts, il faut laisser des portes d'entrée au début du test pour tout le monde en fait. Et c'est ça qui est très difficile, c'est d'arriver à trouver le bon ratio d'information, de niveau d'information et de taille aussi, parce que les gens n'ont pas forcément le temps. Une question de nouveau, les pieds dans le plat. Est-ce qu'il y a... c'est une tiny piece of paper. Attends, je l'ai j'ai pas mes lunettes, je vois que dalle. Est-ce qu'il y a des critères d'attention en fonction des jeux et de l'attente générale pour donner un test ultra poussé ? Par exemple, en gros, une grosse exclue triple à Sony, est-ce qu'on lui donne plus de temps alors qu'un petit jeu, c'est bon, une semaine grand max et puis on rush le truc ? Ça dépend. Alors franchement, ça dépend. D'abord, il y a des surprises des deux côtés. On peut avoir un AAA très attendu qui peut être très mauvais et on peut avoir des tout petits jeux qu'on n'attend pas qui se révèlent être des perles. Je pense qu'on en a une qui va pas tarder d'arriver d'ailleurs, mais bref, voilà. Et du coup, il y a pas vraiment de critères par rapport à ça. C'est évidemment moi quand j'ai un AAA et que je sais que le jeu a une véritable importance, je vais forcément le filer à un journaliste que j'estime plus confirmé qu'un autre. Oui, bien sûr. On a des gens qui sont plus experts, plus âgés, plus expérimentés, et c'est ces gens-là que je vais plutôt aller chercher sur les AAA. Après, si on a un petit jeu, il doit être, à mon sens, il doit être traité à la même échelle et à la même valeur qu'un gros AAA. Oui, vous testez The Last of Us 2 comme Hades, quoi. Exactement, mais c'est une question de temps aussi. Ce qui compte dans un test, c'est le temps que tu y accordes.
Et le gros enjeu, il est là-dessus d'ailleurs. Est-ce que vous discutez avec les membres de rédaction concurrentes des tests sur les gros jeux ? Alors, moi, depuis que je suis arrivé, non. Par contre, je sais qu'effectivement, ça se fait... Tous les journalistes de tout le milieu français jeux vidéo est tout petit et tout le monde se parle. Donc oui, moi je peux te confirmer que j'ai sûrement des journalistes qui sont sur un test et qui ont parlé avec d'autres journalistes et inversement. Et tout le monde le fait, j'en suis sûr. Moi perso, je le fais. Enfin, sur jeuxvideo.com là actuellement non. Par contre, à l'époque où j'étais ailleurs, chez la concurrence, soit sur les magazines ou sur des sites concurrents, je l'ai fait. Une question, la question qui revient tous les jours depuis qu'on a mis en place ce Just Chatting. Est-ce que pour certains tests, vous êtes payé ? Je suppose qu'il sous-entend payé par les éditeurs et les constructeurs. Oui, j'imagine. Non, absolument pas. Non, mes prédécesseurs comme moi, on n'a jamais été soumis à ça et ce sera jamais le cas sur jeuxvideo.com. Donc non. Et je pense qu'en France, ce n'est pas le cas non plus. À l'étranger, je dirais pas mettre ma main à couper. Ça vient, ça. C'est du fantasme. Je pense aussi loin que je me souvienne, tu vois, Émeric, ça fait... Probablement 20 ans, 15 ans que je côtoie jeuxvideo.com et j'y vais aujourd'hui, j'ai toujours eu ce fantasme que il y a des éditeurs qui payent. Je sais pas d'où ça vient. Non, pas du tout. Alors, je n'ai aucune preuve de ce que j'avance, mais je sais qu'à l'étranger, c'est des choses dont on a eu vent plusieurs reprises. Donc voilà. En France, à ma connaissance, et j'ai bossé dans beaucoup de magazines et beaucoup de publications sur Internet, pas autant j'avoue, mais je pense avoir une bonne expérience sur le sujet sans trop ramener ma grande gueule, et je n'ai jamais vu ça. Voilà. Des notes modifiées parce que quelqu'un n'était pas content, pas chez l'éditeur, mais en interne, oui, ça je l'ai vu. Et dans ce cas-là, c'est des discussions qui se font entre les personnes qui ont fait le test, les personnes qui ont joué au jeu, les personnes qui pensent que c'est pas la bonne note, etc. Mais l'argent, non, jamais. Et alors très franchement, si un jour j'apprends que c'est le cas, je vais avoir mal au derche parce que j'aurais bien aimé en profiter un peu. Il y a une question qui revient souvent concernant les leaks. On nous dit j'ai des leaks à filer, je m'adresse où ? Alors déjà, je m'adresse à qui ? Oui, bonne question. Et ensuite, quelle est la politique de jeuxvideo.com vis-à-vis des leaks ? Parce que nous, c'est des questions qu'on a très souvent avec le journal. On entend parler des leaks. Il y a des leaks sur Internet, CF, le trailer d'Elden Ring. Ouais. On choisit de ne pas les diffuser. C'est quoi votre politique ? Ça dépend en fait. Il y a une histoire de spoil aussi. Je veux dire, ça a aussi son importance. Le truc qu'il faut savoir sur jeuxvideo.com aujourd'hui, c'est qu'on est 2 rédac chefs et qu'il y en a un qui est spécialisé actu et un qui est plus spécialisé test et preview. Vous aurez compris que moi je suis plus test et preview et Anagoun est plus actu. Donc pour savoir à qui s'adresser sur les leaks, ce sera donc Anagoun pour répondre à la première question. La vérité, c'est que le leak, ça dépend de ce que c'est. Ça dépend de ce que c'est que le leak. En vrai, si c'est un leak qui est pas très important, on s'en fiche. S'il a une véritable importance, oui, évidemment, on va réfléchir à la chose. Si c'est pour complètement spoiler quelque chose qu'on estime qui peut être dérangeant pour le lectorat, on ne va pas forcément le traiter, non. Quelque chose qui revient souvent également, vous avez une relation de rivalité ou de coopération avec vos concurrents ? C'est une très très bonne question. En fait, moi ça fait 20 ans que je suis là-dedans et j'ai connu tous les cas. Tu as été à la concurrence aussi. Bien sûr. J'ai connu tous les cas. Ce que je peux dire, c'est que globalement, l'ambiance est bonne. Peut-être que dans le dos, les gens se taillent un peu, oui, clairement. Il y a des gens qui ne s'aiment pas dans ce milieu, oui, clairement, et qui sont dans des rédactions différentes, oui, clairement. Maintenant, de là à dire que c'est différent d'ailleurs, j'y crois pas trop. Pour moi, tout le monde se tape un peu dessus assez facilement, notamment avec l'Internet. Et voilà, donc j'irais même jusqu'à dire qu'il y a aussi l'effet inverse, il y a des connivences entre rédactions et les gens s'entendent très bien et ça se passe très bien aussi. Merci beaucoup Émeric. On voulait terminer ce journal avec un petit big up aux copains du magazine JV Culture Jeux Vidéo, plus connu sous le nom de JV Le Mag, dont le nouveau numéro sort aujourd'hui avec plein de nouvelles choses au sommaire, un énorme dossier thématique sur les modes, le roleplay et le gameplay émergent, comment le joueur prend le pouvoir sur le jeu, une enquête sur le racisme dans l'e-sport, un dossier sur l'esthétique des 80s et plein de choses tristes, des choses joyeuses et des choses bêtes. Longue vie à eux, longue vie à JV. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été avec nous pour ce nouveau journal avec toute cette belle nouvelle DA. On vous invite à faire un tour du côté de jeuxvideo.com pour voir le nouveau logo, pour voir le nouvel habillage, pour voir un petit peu comment tout cela a changé, notamment dans les daily, dans toutes les vidéos. On a toute une refonte qui est très très agréable à regarder. Merci beaucoup à celles et ceux qui ont fait cette émission. Aujourd'hui en régie, on avait Marie, Pierre et à l'arrière on avait Rémi et Johan. Merci Émeric d'être venu, merci Xable et merci à vous tous en plateau pour cette bonne émission de qualité. Restez avec nous sur le stream, il y a encore plein de programmes qui vous attendent. Et Panta, tout de suite c'est Sea of Thieves, Pirates des Caraïbes sur Early Access. Wouhou, très bon programme à demain 12h30 sur JV le Journal. Salut.